Le trafic de stupéfiants représente de loin l'activité criminelle la plus rentable au monde. Les voyous ont créé une économie planétaire, des routes clandestines et des méthodes commerciales agressives. Le trafic de stupéfiants a débuté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et ce sont des Français qui l'ont inventé. Ah, c'était les pionniers, oui. Et c'était les Corses, des grands voyageurs. Ils ont enclenché le commerce, disons. C'était les premiers VRP. Qui dit marin dit trafic. Les marins sont beaucoup plus inventifs et créateurs qu'un douanier ou un flic. Donc, ils se sont tous lancés dans le trafic d'héroïne. Indochine, Afrique, Caraïbes, les trafiquants français se sont implantés partout. Quand j'arrivais donc à la douane, combien de fois il m'a laissé passer sans ouvrir ma valise? Puis à l'époque, c'était pas comme maintenant, quoi. Franchement, c'était facile. Ils ont établi les grands principes du trafic international de stupéfiants, des premières routes jusqu'à l'explosion industrielle. On allait chez le directeur de la banque et hop, il mettait ça sur la machine. C'était une fortune incroyable. J'avais jamais vu autant d'argent qu'avec ces gens-là. Le trafic international de stupéfiants, ce sont les pionniers français qui en parlent le mieux. La Sainte Trinité est le centre de notre foi. Vous êtes baptisés dans la Sainte Trinité, plein d'amour et de vérité. Pour remonter les premières pistes du trafic de stupéfiants, il faut un témoin de l'époque. Un bandit français qui a fait partie de cette génération de pionniers. La première volerie que je fis dans ma vie, c'est d'avoir goupillé la bourse d'un curé. Je la trouve belle. Rendez-vous est pris avec Didier Collier, un drôle de paroissien. À 8 ans, il vole l'argent de la quête. À 33 ans, il passe 2 jours dans les égouts de Nice pour réussir ce qu'on a appelé le casse du siècle. Arrivés par le réseau d'égouts, ils ont creusé un tunnel de 8 mètres qui aboutit tout juste à la salle des coffres. Sa carrière de gangster, Didier Collier la commence à la sortie de l'adolescence, aux confins de l'Empire français, en Indochine. Je suis allé là-bas en reconnaissance pour voir si on ne pouvait pas gagner de l'argent. À cette époque-là, le milieu français s'est organisé dans cette province du Vietnam et du Laos et du Cambodge. Il n'y avait pas de voleurs, il n'y avait pas de braqueurs là-bas, c'était que des trafiquants. Puis c'était facile, quoi. Il n'y avait pas de police, il n'y avait personne en face, quoi. En Indochine, la mission de la police consiste avant tout à surveiller les rebelles Viet Minh qui menacent l'empire colonial. Mais si les voyous français sont venus, ce n'est pas pour faire de la politique, c'est pour la drogue. La région regorge de plantations de pavots. Il est une récolte qui ne souffre jamais de la disette, celle du pavot. De cette plante, on le sait, est tiré l'opium. Dans de discrètes salles aux lumières voilées, les fanatiques de la drogue se réunissent pour chercher dans leur poison habituel des rêves imprécis qui hanteront leur sommeil factice. Pour qu'un trafic voie le jour, il faut avant tout une loi, une interdiction de commercer un produit qui inciterait des bandits à la contourner pour se faire de l'argent. The Conference of the United Nations on International Organization is now convened. Et c'est l'ONU qui va donner cette occasion au milieu français. En 1946, elle interdit le commerce de l'opium, un produit jugé trop dangereux pour la santé. Mais en Chine, les fumeries ne désemplissent pas. Alors des bandits français, des Corses en particulier, vont organiser un trafic depuis l'Indochine. Le premier d'une longue série. Les organisations criminelles, les acteurs criminels, profitent toujours des opportunités qui s'offrent à eux. Et en effet, on ne comprend rien à l'histoire du trafic des stupéfiants au XXe siècle si on n'a pas en mémoire la manière dont un certain nombre de gangsters corses expatriés en Asie du Sud-Est ont participé de ce trafic historique. Dans l'histoire des trafics de drogue, celui de l'opium est le plus archaïque. La fabrication du produit est un jeu d'enfant. Il suffit d'extraire le latex contenu dans les boules de pavot
et de l'évaporer pour obtenir la pâte qui se fume. Seul problème, le pavot pousse sur les hauts plateaux du Laos, une région très difficile d'accès. La clé du négoce, c'était le transport. Celui qui pouvait proposer un transport, il avait la clé il avait la solution. Et donc, j'ai bien connu un garçon qui était installé là-bas, une grande famille. Il avait 3 avions à l'époque et il pouvait embarquer jusqu'à 600-700 kilos, une tonne même. Et donc, il était sollicité. L'ami de Didier Collier est un Corse du nom de Jean-Baptiste Andréani. Il est propriétaire de 3 avions Beechcraft, tous récupérés aux Américains à la fin de la guerre. Sous direction des affaires criminelles. En 1947, Andréani s'embarque pour Saïgon. Il y tiendra un certain nombre d'établissements, dancing, restaurants. Il est en outre impliqué dans une histoire de trafic d'opium avec les Chinois, à Shanghai. Il achetait de la marchandise sur les hauts plateaux et ils allaient jusqu'à la mer de Chine les dropper sur les bateaux qui attendaient. Il fallait un peu intéresser les douaniers au négoce. Bon, il y en a quoi, on passait ce qu'on voulait. Andréani organise le premier trafic de drogue international de l'ère moderne. Le circuit de distribution est court, pourtant les profits sont considérables. Le savoir-faire, les compétences des grands trafiquants, c'est de pouvoir acheminer une marchandise prohibée d'un lieu à un autre en évitant tous les contrôles. Donc c'est au niveau de la distribution que se fait les bénéfices, comme d'ailleurs dans l'économie légale. Hein. Le distributeur est celui qui va gagner le plus d'argent individuellement, puisqu'il va revendre en margeant à des acheteurs, à des consommateurs finaux qui, eux, sont prêts à payer très cher leur drogue. En 1954, l'indépendance de l'Indochine écarte les Français du commerce de l'opium. Les barons corses rentrent au pays avec une idée forte en tête. Le trafic de drogue est une activité criminelle qui rapporte. De plus, ils se sont forgés une réputation internationale. Dans les années 60, le milieu criminel français, en particulier le milieu corse, était respecté au plan international et en particulier aux États-Unis, car il était considéré comme professionnel, redoutable et efficace. Au début des années 60, les parrains de New York demandent au milieu français de leur fournir de l'héroïne. Une drogue au fort pouvoir addictif sur les consommateurs, mais qui, cette fois, nécessite un raffinage complexe. Alors des marins corses, passés par l'Indochine et le trafic d'opium, vont s'improviser chimistes. Le plus célèbre d'entre eux se nomme Joe Césari. Césari, bon, au départ, c'est un marin qui a fait les lignes d'Extrême-Orient. Et puis, petit à petit, il a été formé par son demi-frère qui lui-même avait mis la main à la pâte. En fait, cette fabrication de l'héroïne, on se transmettait souvent la recette qui était écrite sur un bout de papier. Et les gens essayaient à différentes reprises pour obtenir le meilleur produit possible, quoi, hein. Et c'est comme ça que Césari a démarré. Et c'est devenu le meilleur chimiste qu'on ait jamais eu dans ce pays, puisqu'il produisait une héroïne qui était pure pratiquement à 100%. Les bandits français vont créer la French Connection, un trafic international qui sera la matrice de tous les autres. Les laboratoires sont installés à Marseille. Ce berceau du banditisme français est riche d'un contingent de voyous prêts à se lancer dans le trafic. Moi, j'avais une réputation de mec qui ne fait pas les choses à la légère. En 30 ans de trafic, entre le chichon, l'héroïne et la cocaïne, j'ai jamais eu 1 gramme de marron, d'arrêté. 1 gramme, jamais. Émile Diaz, dit Milou, est un corso marseillais. Une des centaines de petites mains de la French Connection. Sa mission, importer de la morphine base pour les chimistes. La zone de production la plus proche se trouve en Turquie. Et Marseille, la porte de l'Orient, va se révéler bien utile. Mais après le génocide de 1915, beaucoup d'Arméniens sont arrivés ici. Et parmi eux, il y avait beaucoup d'Arméniens qui parlaient turc. Et donc, ils servaient d'interprètes pour faire rentrer de la morphine base.
Moi, j'ai été 23 fois en Turquie. En Turquie, le voleur, il est mal vu. Le braqueur, alors n'en parlons pas. Mais le trafiquant, c'est un monsieur. On appelle ça un effendi. Effendi, ça veut dire grand monsieur. Et là, je discutais avec le fournisseur. Il me disait, on a 140, 80, 160 kilos de morphine base. Après, bon, cette marchandise, elle rentrait au labo. Le business model de la French Connection ressemble à s'y méprendre à celui de l'industrie pétrolière. Dans les deux cas, la matière première est importée depuis un pays étranger, et dans les deux cas, le raffinage se fait sur le territoire français. Au moment de l'exportation vers le marché américain, Marseille a un atout à faire valoir. La question du contrôle des ports est tout à fait stratégique. Il ne faut pas oublier que plus de 90% du commerce international se fait par voie maritime. Les organisations criminelles ont pour priorité de capturer l'espace des ports pour pouvoir les contrôler. Le port a toujours été contrôlé par les gangsters parce que les gangsters se sont reposés sur la CGT. La CGT, c'était des gens, disons, fiables et ils étaient même admiratifs des gangsters. On était dans les mêmes bars, on était dans le même cinéma, on mangeait le même morceau de pain ensemble. Et donc, pour entrer dans le port, personne n'a jamais été fouillé. La French Connection n'a pu voir le jour que grâce à une synergie. Une sorte de trinité profane entre les voyous des quartiers populaires, les dockers qui laissent faire et les marins corses qui savent depuis longtemps organiser l'exportation d'un produit illicite. Chaque marin a trafiqué les cigarettes, a trafiqué les boîtes de conserve. Ce qui manquait à la population, le marin le trafiquait. Quand on fait 15 jours entre ciel et mer, on pense comment on va sortir sa marchandise. Donc les marins sont beaucoup plus inventifs et créateurs qu'un douanier ou un flic. Quand ils embarquaient la marchandise, parce qu'il y a de la viande, il y a des œufs, il y a des salades, il y a de tout pour les passagers. Et là, au milieu de ces palettes, au milieu de cette quantité industrielle, il y avait donc l'héroïne. Il y avait des voitures, par exemple les Citroën, ont une double caisse. Donc on allège un peu, on met 80 ou 120 kilos, et la voiture elle fait le poids au départ. Et là, on embarquait un couple, et souvent on prenait un couple avec un bébé. Parce qu'un couple avec un bébé est moins fouillé. Quand les douaniers voient un bébé, même les Américains, ils ont un cœur. Pourtant, bon, comme Aldo Maccione, tais-toi, tais-toi, il fait que pleurer. Bon, allez, passez. Tous les principes théoriques du trafic de stupéfiants international ont été inventés par les pionniers de la French Connection. Mais à la fin des années 60, les autorités américaines ont compris que l'héroïne venait de Marseille. Elles surveillent tout particulièrement les bateaux et les avions arrivant de France. À chaque saisie, c'est une perte financière pour les trafiquants marseillais. Un manque à gagner intolérable. De même qu'il existe des routes du commerce, mais il existe des voies commerciales criminelles pour les organisations de très grande ampleur, qui ont des dimensions internationales. Quand une route se coupe, quand elle devient plus difficile et plus risquée, immédiatement, ces organisations criminelles, parce qu'elles sont opportunistes et adaptatives, cherchent de nouvelles routes. Les bandits marseillais vont à nouveau établir un grand principe du trafic de stupéfiants. La route la plus sûre, et donc la plus rentable, n'est jamais la ligne droite. Direction centrale de la police judiciaire. La police argentine a reçu une information selon laquelle un Français impliqué dans un trafic international d'héroïne voyagerait avec un faux passeport, en compagnie d'une Française, nommée Guen Liliane. Le couple de Français, repéré à Buenos Aires, en Argentine, transporte ce jour-là de l'héroïne marseillaise, dissimulée dans leur valise. Et ben voilà, ça rappelle des souvenirs.
fallait faire des petits coups d'aiguille, très très légèrement, pour pas faire partir la poudre, qu'il soit bien plat. C'est la valise à double fond, tout simplement. On décolle, on charge et on recolle. Quand j'arrivais à la douane, et je demandais au douanier, est-ce que vous voulez que je... Non, non, c'est bon. Combien de fois il m'a laissé passer sans ouvrir ma valise? J'avais 18 ans, je faisais pas du tout... Puis à l'époque, c'était pas comme maintenant, quoi. Liliane Genton n'était pas prédestinée à devenir à 18 ans une mule transportant de l'héroïne vers l'Amérique du Sud. Une enfance sans histoire en banlieue parisienne, des parents ouvriers communistes, seul élément qui dénote dans le décor, un mystérieux jeune homme qui fréquente régulièrement la famille. William, c'était un ami de mon père qu'il avait connu à l'usine. Il changeait des gens que je connaissais par rapport à mes parents, qui étaient des ouvriers, qui travaillaient toute la journée sans beaucoup de moyens. Et lui avait la voiture américaine, très bien habillé, distingué. Et voilà, je suis tombée amoureuse, il n'y avait rien à faire. Mais il y a un loup. Le premier amour de Liliane est en réalité un gangster chevronné et très prudent. Un certain William Perrin, que la police cherche à mettre sous les verrous depuis des décennies. Aujourd'hui encore, l'individu a du mal à parler de ses activités de l'époque. Oh bon, j'ai quand même fait des drôles d'affaires, moi, mais enfin... Sûrement, je ne veux pas les révéler toutes, mais enfin, j'ai fait quand même pas mal de trucs qui se doutaient que c'était moi, mais ils n'ont jamais pu m'arrêter. Il n'y a pas beaucoup qui faisaient des affaires comme ça à l'époque. Hein. Des affaires de quoi? Les affaires de coffre-fort, tout ça. Mon père m'avait dit, ne m'amène pas de policier. Mais il était gâté, j'ai amené un voyou. Voilà. Et j'ai choisi sa vie. Voilà. En 1968, le perceur de coffre William Perrin a la police sur les talons. L'heure de la cavale a sonné. Les deux amoureux décident de rejouer à leur façon l'histoire de Bonnie and Clyde. J'ai préparé mon départ pour aller le rejoindre en Amérique du Sud. Je suis passée par la Suisse et de la Suisse, j'ai atterri au Paraguay. Je suis arrivée le 14 février 68. J'avais pas 18 ans. Le choix du Paraguay n'est pas anodin. En 1968, ce petit pays d'Amérique du Sud est une dictature militaire dirigée par le général Stroessner. Les dictatures sont toujours très accueillantes et très complaisantes avec le crime organisé. Il y a là pour eux une source de revenus. Les criminels sont corrupteurs par nature et il est rare de trouver des dictateurs qui aient un très haut sens éthique et un très haut sens de l'intérêt général. Donc criminalité organisée et système autoritaire vont très souvent de pair. Ce qui est bien au Paraguay, c'est qu'on n'extrate pas. Et ils n'étaient pas très regardants sur les fonds qu'on pouvait apporter pour leur pays. Voilà. Liliane et William se rapprochent d'un bandit français au parcours singulier. Auguste Ricor était dans les années 30 un petit voyou spécialisé dans le racket et l'escroquerie. Il s'enrichit énormément pendant la guerre en s'engageant dans la Gestapo française, avant de fuir le pays en 1948. Brigade centrale de documentation et de recherche criminelle. Paris, le 27 avril 1970. Le nommé Ricor Auguste, malfaiteur bien connu de nos services, réside actuellement à Asunción, où il est propriétaire du restaurant, le Paris-Nice. Quand j'ai ouvert le restaurant, un restaurant de première catégorie, il est venu toute la société paraguayenne. Venir manger, je faisais comme spécialité le petit poulet de 45 jours, sauce champignon, crème champignon. Alors Ricor, moi j'avais pas tellement d'atomes crochus. Moi je l'ai vu quelques fois, on a dîné un jour, on était je sais pas au moins une dizaine. Et il y a la femme d'un ami qui elle avait été dans les camps de concentration, une juive, avait même les numéros sur le bras. Et quand elle est arrivée à table, parce qu'ils étaient invités, quand elle a vu Ricor, elle n'est pas restée, elle est partie automatiquement. Donc, c'était pas quelqu'un de très sympathique. Au Paraguay, l'ancien collabo Auguste Ricor a toutes les cartes en main pour organiser un trafic d'héroïne vers les États-Unis. Les autorités le laissent tranquille et sa petite armée de bandits en fuite
est une main-d'œuvre qualifiée et motivée. Il faut de l'argent, hein. Il faut de l'argent parce qu'en cavale, ça coûte très très cher. Et donc, c'est là que William se met dans les stupéfiants, que toute sa vie, il n'a jamais fait ça. Et là, on commence à amener la drogue sur l'Amérique du Sud. Au début, je ne me rendais pas compte que l'oseille que tu pouvais prendre. Après, quand j'ai commencé, j'ai vu que l'oseille qu'on prenait quand même, tu comprends? C'est facile. Tu arrives toujours à trouver un passage pour passer. Mais c'est tellement facile. Mais les deux tourtereaux ont un problème. Ils ne peuvent pas poser le pied en France. Alors ils se trouvent une planque à Barcelone, où ils se font livrer l'héroïne marseillaise. La police française n'est pas chez elle en Espagne. Elle ne peut que constater leurs allées et venues. William Perrin a bien utilisé un faux passeport, numéro 2367. La Française qui l'accompagnait est presque sûrement sa femme, Janton Liliane. On partait de l'Espagne, on était toujours en première classe. Toujours première classe. Ça nous permettait d'avoir plus de 20 kilos de bagages déjà. Caviar, champagne, première classe. C'est formidable. Une fois arrivée en Amérique du Sud, l'héroïne est récupérée par le réseau Ricor et convoyée via le Mexique jusqu'aux États-Unis. La route Marseille-New York, trop surveillée, est ainsi contournée sans la moindre difficulté. Et la cam continue d'affluer en Amérique. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Oui, je savais ce que c'était. Mais bon, on n'allait pas aux portes des écoles, on n'allait pas donner de la drogue à des enfants. On ne se rendait pas compte du ravage que ça pouvait faire. Les autorités américaines accusent la France de laxisme. Le gouvernement de Georges Pompidou finit par réagir. Nous resserrons tous les jours davantage notre coopération entre la police des États-Unis et la police française. Et une saisie spectaculaire de morphine base a été faite. 450 kilos, c'est là un grand succès qui a été remporté en commun et par la police américaine et par la police française. À partir de 1972, c'est le début d'une lutte sans merci contre les trafiquants. Personnellement, j'étais jeune officier de police débarqué récemment à Marseille. Donc, on avait les Américains qui fournissaient du matériel quand on en avait besoin. C'était un travail de longue haleine où on s'investissait énormément. On travaillait jour et nuit. Là, à l'époque, il n'y avait pas de 35 heures. Mireille 4 à Mireille 10, Mireille 4 à Mireille 10. Cette fois en place, à vous. On utilisait tous les moyens mis à notre disposition, c'est-à-dire des surveillances, des filatures et des écoutes téléphoniques. La partie qui commence est d'emblée inégale. D'un côté, des policiers aguerris, de l'autre, de petits artisans de la cam. Une nuit comme les autres, à Marseille. 2 pensionnaires de plus pour la prison des Baumettes. 92 détenus sur 100 sont là pour affaires de stupéfiants. Ceux qu'on a interpellés disaient nous, il y avait de la demande, donc on a fourni. Ils ne se sentaient même pas, ils ne sentaient aucune responsabilité. C'était des commerçants, ouais. Dans l'illégalité, mais des commerçants. Bon, c'est toi qui avais le sachet de cam sur toi? À qui tu l'as acheté? On ne connaissait pas trop les codes, peut-être, de la police. J'ose dire qu'ils étaient plus faciles à manipuler verbalement. Plus facile. Tous les gangsters français peuvent en témoigner. Le danger principal d'un trafic de drogue réside dans les ressources humaines. On trafique avec beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. Et là, le risque est là, le grand risque est là. On est obligé de parler avec des gens qui ne sont pas comme nous, quoi, qui n'ont pas de mentalité, et là, le danger, quoi. J'ai réfléchi depuis ma déclaration de ce matin. Je ne vous ai pas dit la vérité car je croyais pouvoir m'en sortir ainsi. Mais je vais tout vous dire maintenant. Effectivement, l'argent provient d'un trafic d'héroïne organisé par que je connais très bien. Après les petites mains, c'est au tour des chimistes de tomber. La brigade des stupes remonte jusqu'au plus célèbre d'entre eux, Joe Césari. À Marseille, une longue filature et son aboutissement. La découverte d'un laboratoire de transformation de morphine près d'Aubagne.
En 1972, donc, Césari a été interpellé dans un laboratoire où il avait produit plus de 120 kilos d'héroïne pure qui s'apprêtait à être expédié sur les États-Unis. Il a très mal vécu la chose, puisqu'en définitive, il a mis fin à ses jours dans la prison des Baumettes en se pendant, quoi. Sa mort sonne le glas de la French Connection. Officiellement, en tout cas. Je crois qu'on a gagné la partie. À cette époque-là, on les a vraiment mis à terre. Mais ça ne dure pas. Il faut se souvenir que les Américains, à l'époque, prétendaient que la France exportait environ 10 tonnes d'héroïne pure par an sur les États-Unis, ce qui était considérable. Et ce qui ne correspond pas du tout aux quantités d'héroïne qu'on a découvertes donc, dans les laboratoires de Césari et les autres installations qui ont été identifiées à cette époque-là, puisque Césari, c'était 120 kilos, et les autres quantités de base qui ont été transformées dans les laboratoires suivants étaient beaucoup moins importantes en réalité. Le compte n'y est pas. De nombreux trafiquants sont passés au travers des mailles du filet, en emmenant avec eux leur laboratoire. Dans les années suivantes, les notes de police témoignent de cet éparpillement, en Provence, en Corse et même en mer. Un laboratoire clandestin de fabrication d'héroïne fonctionnerait actuellement sur un bateau se trouvant dans les eaux territoriales françaises, en Méditerranée. C'est-à-dire que quand la French s'est arrêtée, que les Américains, et avec l'aide des Français, ils ont mis le Holla, ils ont mis tout le monde en prison. Moi, j'ai repris avec une autre famille et j'ai fait la Sicilian Connection avec les Siciliens. Les délocalisations forcées n'affaiblissent pas les trafiquants français. Au contraire, ils en profitent pour s'allier avec les mafias des pays voisins. C'est l'argent qui mène le monde. Ça, c'est un moyen de se procurer de l'argent en faisant peu d'efforts. Je crois, je ne veux pas être pessimiste, mais c'est un éternel recommencement. Le trafic de drogue est un business qui ne fait que croître, puisque le produit est addictif. En 1974, dans le quartier de Harlem à New York, un enfant sur 30 naît héroïnomane. Every day I had taken heroin. For a year and a half? Yes. Where did you get it from? Around the high school, you know, in a bowling alley, in a luncheonette, in the movies, on the streets. Everybody in the whole block used heroin. Les carnets de commandes ne désemplissent pas. Alors les trafiquants français doivent apprendre des erreurs du passé, s'améliorer en permanence et innover. L'homme qui va faire basculer le trafic d'héroïne dans sa phase industrielle vit aujourd'hui une retraite paisible, quelque part, dans le nord de la Corse. Bon, regarde, ça c'est la Corse. Les montagnes, la mer, la plage. De mon temps, il n'y avait pas grand-chose en Corse. Donc il fallait s'expatrier. Mais j'ai toujours été aventurier. J'adorais arriver aux limites. Puis maintenant, hein. Avant de se lancer dans le trafic de drogue, Laurent Fioconi, dit Charlot, a été formé au banditisme par un oncle proxénète à Pigalle. Il débute par des braquages et des vols à main armée et se fait vite remarquer par les services de police. Laurent Fioconi est un individu particulièrement dangereux, fréquentant les milieux toulonnais et parisiens. Il a été interpellé par les gendarmes alors qu'il circulait dans une Ford Mustang. Il s'est enfui en abandonnant la voiture. Pour échapper à la police, Charlot se cache dans le pays préféré des bandits français en cavale, l'Espagne, la dictature militaire la plus proche de France. Ah ouais, on rigolait, on sortait tous les soirs. Mais de ce temps-là, c'était le temps de Franco. Donc il n'y avait pas beaucoup de voitures. Alors nous, on avait quand même des voitures. Moi, j'avais une Dino Ferrari de Fiat. Alors, tu penses, t'arrivais avec ces voitures-là. Les filles, elles montaient avec la culotte à la main. Les voyages forment la jeunesse et les cavales forment les gangsters. En Espagne, Fioconi se rend compte que les bandits qui flambent le plus d'argent, ce ne sont pas les braqueurs. Moi, je croyais qu'ils faisaient des faux dollars parce que, putain, ils sont pleins d'argent. Appartement à droite, appartement à gauche. Mais là, on a appris qu'ils étaient dans la drogue.
Donc je me suis aperçu que c'était moins dangereux de faire la drogue que d'aller braquer une banque ou un truc comme ça. Donc de ce temps-là, c'était 5 ans le maximum. Donc je me suis mis là-dessus et tout ça. Le Caprice des Temps, c'est moi qui l'ai acheté. C'était un bateau pour faire les crevettes. Je crois que ça a coûté 15 000 $, un truc comme ça. Et avec ce bateau, on a fait un premier voyage, après un deuxième. Chaque fois que le capitaine il allait à Saint-Martin échanger l'équipage, il rentrait à Porto Rico. Là, il passait l'immigration américaine. Et il allait toujours aux États-Unis pour rentrer le bateau à un atelier, pour faire la peinture, pour faire ci, tout ça. Et chaque fois qu'il arrive à l'atelier, le Caprice des Temps est délesté de plus de 400 kilos d'héroïne dissimulée dans la quille. Fini l'époque où l'on passait 2 kilos dans une valise. Avec son bateau, Fioconi met au point un système industriel tout en prenant le minimum de risques. Moi, je vais vous dire des choses, l'héroïne, je ne l'ai jamais vue. Mais c'est vrai, hein. Les trafiquants, moi, je l'ai jamais vu, moi. Mais je l'achetais à 700 $ et on la vendait aux États-Unis à 12 000. Donc c'était une belle affaire, hein. Dans le trafic de drogue, le fichier client est aussi important que le moyen de locomotion. C'est Jean-Claude Kella, braqueur du milieu toulonnais et ami d'enfance de Charlot, qui prend contact avec la mafia new-yorkaise. C'était un peu mon rôle là-bas, c'est moi qui recevais là-bas, et donc j'ai connu tous les plus grands chefs de la mafia de New York. Voilà. C'était peut-être pas mes amis, mais quelques-uns étaient mes amis, oui. Ces relations de confiance, nouées avec la mafia américaine, serviront durant les 30 prochaines années. On doit lui donner une importance vraiment considérable à ce Jean-Claude Kella, parce qu'il avait des contacts dans le monde entier. Et c'était vraiment un homme à tout faire, qui était capable de trouver des solutions à tous les problèmes qui pouvaient surgir. Le business model du duo Fioconi-Kella est diablement efficace. Le Caprice des Temps revient à Marseille avec 8 millions de $ à bord. Marseille, le Vieux-Port, c'est ici que l'on a découvert 425 kilos d'héroïne pure, la plus grosse saisie d'héroïne jamais réalisée au monde. Comment avez-vous réussi à trouver la cache? Il a paru assez curieux que ce bateau qui est affrété pour la pêche, en réalité n'est pas pratiqué de pêche depuis plusieurs années. Et ce même bateau a déjà fait 2 fois le voyage depuis l'Europe jusqu'aux États-Unis. La seule erreur du Caprice des Temps, c'est que quand il était chargé, la ligne de flottaison, elle rentrait dans l'eau. Alors il a dit, mais il est chargé ce bateau. C'est pour ça que je pense qu'il a pris l'initiative de tout casser. À partir de là, le bateau a été examiné et on a trouvé en particulier qu'il était doté d'une chape en béton qui était cassée et qui a donné accès à la cache dans laquelle se trouvait 425 kilos environ d'héroïne pure. L'équipage du bateau est emprisonné, mais au même moment, Fioconi et Kella préparent déjà un autre coup en Italie, hors de portée de la police française. Arrestation en Italie des nommés Fioconi Laurent, Kella Jean-Claude. La méfiance et les précautions prises par ces malfaiteurs étaient telles que jusqu'à ce jour, il n'avait pas été possible de procéder à leur arrestation. Les problèmes commencent. L'Italie accepte d'extrader Kella et Fioconi vers les États-Unis, où les peines pour trafic sont les plus lourdes. Pendant des mois et des mois, on pensait qu'on allait prendre 100 ans, tu vois. Donc on passe devant le juge, le jour de la sentence, 25 ans, on était tout contents. Tu vois, putain, on se touche, putain, c'est bon, 25 ans, tu vois, de 100 ans à 25 ans, c'était, tu vois, on était tout contents. Après, un peu moins, quelques semaines après, putain, 25 ans, putain. C'est là où je décide, je dis, on va se faire la malle, on va pas faire 25 ans ici. L'évasion, c'est une question de volonté et de chance aussi. Lorsque Fioconi était un adolescent turbulent, il avait été placé dans un centre pour mineurs où il avait suivi une formation en ferronnerie. J'avais appris le forgeron, la serrerie et tout ça, donc j'avais fait les clés et tout. J'ai réussi à faire la première clé, tac, tac, ça ouvrait. Bon. Putain, mais après, quand j'ai fait la première, il y avait encore 6 portes. Je ne vais jamais y arriver, comment je vais faire? Et j'ai fait 7 clés.
Et on s'est fait la malle comme ça. Je crois qu'on était 7. Il y avait 2 Italiens, 2 Français et 3 Cubains, je crois. Et là, on a pris l'avion et on est arrivé en Colombie. Le voyage de Fioconi dans le monde des trafics ne fait que commencer. Il a bientôt rendez-vous avec les plus dangereux criminels de la planète, les cartels colombiens de la cocaïne. Tu sais très bien qu'un jour ou l'autre, si c'est dans un an ou dans 2 ans, tu vas mourir. En France, le démantèlement de la French Connection n'a pas signifié la fin des problèmes. Bon, tu te piques combien de fois par jour? 2 fois, 3 fois. Et le paquet, tu le payes combien? 100 francs. Bon, alors ça te fait, t'as besoin d'un minimum de 300 francs par jour. Alors comment tu fais pour avoir cet argent? Bien au contraire, au milieu des années 70, les premiers cas d'overdose sont recensés à Marseille. Une zone de passage de drogue devient mécaniquement, inéluctablement, quelques années ou quelques décennies après, une zone de consommation. Il y a toujours l'illusion pour ces pays, ces États, en quelque sorte de fermer les yeux, de laisser faire. Ça passe, ça n'est pas notre problème. En réalité, on se rend compte qu'il y a une forme de porosité, que petit à petit, des organisations trafiquantes revendent localement, tout simplement parce qu'il y a des opportunités. Les règles du jeu se durcissent. Les peines de prison pour trafic passent de 5 à 20 ans. Et un juge en particulier cherche à démanteler tous les laboratoires encore présents sur le territoire. Le juge Michel s'est pris de passion pour les trafiquants de drogue, enfin de passion à l'envers. Il est parti en guerre contre ces gens-là en disant mais il faut lutter férocement contre eux parce qu'ils tuent des enfants en leur donnant de la drogue et donc il faut les combattre. Voilà. Lâche! Relevez-vous! Lâche les menottes! Le juge Michel invente une nouvelle arme. Il incarcère les femmes des trafiquants. Car dans le milieu, tous le savent. Rares sont celles qui ne parlent pas. Les amis, les vieux amis m'aimaient beaucoup. Moi, c'est par rapport à ma mentalité. De jamais parler. Jamais parler, jamais parler. Voilà, jamais parler. Ne jamais balancer. Alors William m'avait appris à avaler ma langue. Il m'a dit, voilà, si tu peux vraiment pas, j'avais 15 ans quand il m'a dit ça, si vraiment tu sens que tu vas parler, t'avales ta langue, tu meurs, ça tu parles pas. D'ailleurs, même les flics, quand les flics m'arrêtent à chaque fois, je suis arrêtée en garde à vue et tout, ils me disent, c'est même pas la peine de lui demander quoi que ce soit, elle répondra pas. Toutes les femmes n'ont pas la mentalité de Liliane. La stratégie du juge Michel s'avère payante. Les laboratoires sont démantelés et les trafiquants tombent, les uns après les autres. J'ai commencé en 68 à faire les voyages et j'ai fini en 78. C'est le juge Michel qui m'a fait prendre 15 ans, moi. Voilà. Madame, monsieur, bonsoir. Un juge est mort ce midi à Marseille, assassiné dans la rue. Trop d'argent en jeu. Les trafiquants marseillais préfèrent défier l'État plutôt que de renoncer. Le juge Michel, c'était un homme passionné, donc il dérangeait et il l'a payé de sa vie. Il l'a payé aussi par le degré de connerie de ceux qui ont pensé qu'en tuant cette personne, ils allaient arranger leurs affaires ou faire que la police allait se terrer dans ses bureaux, ne plus sortir parce qu'elle aurait peur. Ils se sont trompés. Là, c'était un juge et l'un des plus brillants. Au contraire, ça nous a donné encore plus de punch. Après l'assassinat du juge Michel, les trafiquants français doivent s'expatrier. La France est devenue le dernier pays dans lequel ils souhaitent se trouver. Et les jeunes qui ont tiré un peu les leçons des erreurs commises par leurs aînés sont allés tourner et produire dans les pays producteurs. C'était un peu la réorganisation, la réorientation du trafic au niveau international et la nouvelle vision que ces gens-là avaient de pouvoir produire en prenant le minimum de risques. Ils sont partis à l'étranger parce qu'ils raccourcissaient les délais pour vendre et pour livrer.
Et c'était sans doute moins cher pour eux. Les labos au Moyen-Orient et les zones de consommation en Occident, les trafiquants français jonglent avec les règles de la mondialisation. Les bandits à la tête de ces réseaux transnationaux sont devenus des chefs d'entreprise. Parmi eux, un certain François Scapula. Scapula était un beau voyou qui portait très bien, qui avait des petits vestons en tweed à petits carreaux, qui n'avaient pas l'allure d'une crapule du tout. Hein. Ils étaient tous clean. Hein. Il y avait pas de... On ne tournait pas la tête quand on les croisait. Hein. Ils y passaient inaperçus. Et leur puissance financière à l'époque était telle qu'ils avaient envisagé d'acheter un avion à réaction pour acheminer la marchandise. Et donc nous, on avait quand même beaucoup de difficultés. Au début des années 80, Scapula et ses complices français règnent sur le commerce mondial de l'héroïne, car ce sont eux qui détiennent les secrets de fabrication. Mais au même moment, un autre marché commence à drainer encore plus d'argent. Le trafic de cocaïne. Cette poudre est issue d'un arbre qui ne peut pousser que dans certains pays. La Colombie, la Bolivie, l'Équateur. Dans cette région du globe, les trafiquants français n'ont aucune connexion. Jusqu'à ce qu'un certain Charlo Fioconi y pose ses valises, après s'être évadé des États-Unis. Et quand j'arrive dans la jungle, je m'aperçois que là-bas, tout le commissaire, le juge, le curé, ils avaient tous des plantations de coca. Tous les gens vivaient de ça. Même une fois, l'archevêque, il est venu et il disait aux Indiens, « La coke, c'est l'abondance que Dieu vous envoie, profitez-en. » Vous voyez que c'était pas interdit. Hein. Je me suis renseigné un peu et j'ai planté moi aussi de la coke. Eux, ils sortaient, je crois, 3 grammes pour 12 kilos de feuilles. Et moi, je suis arrivé à sortir 30 grammes pour 12 kilos de feuilles, tu vois. Donc, c'est là où ils disaient El Mago, El Mago, El Mago. Que j'étais le magicien, tu vois. En Colombie, le marché de la cocaïne est contrôlé par 2 groupes concurrents. Celui de Pablo Escobar à Medellín et le cartel de Cali. Et la rumeur d'un magicien corse caché au fond de la jungle se répand comme une traînée de poudre. Donc un jour, j'étais chez moi, dans la jungle, et je vois un avion qui arrive et puis qui bat des ailes. Quand ça bat des ailes, ça veut dire d'aller à la piste, toi. Ben, je suis ce serait pas les Condés, ça. Et c'était des chefs de Cali qui étaient venus me voir pour parler avec moi. Je suis arrivé à Cali et j'avais la maison avec piscine et tout ça. J'étais comme un bachal. J'étais comme un roi. Et là, je me rappelle, ils allaient avec un 4x4 et des sacs pleins. On arrivait dans la banque, comme ça, on rentrait, comme ça. On allait chez le directeur de la banque et hop, ils mettaient ça sur la machine. Mais c'était une fortune incroyable. J'ai jamais vu autant d'argent qu'avec ces gens-là. Ils me payaient $500 par kilo. Je faisais 200-300 kilos par mois. Donc en argent, ça fait Ben, ça te fait $150 000. Bon, attends, après, je vais avoir la finance sur le cul, là. Mais $150 000 par mois ne suffisent pas. Charlot sait mieux que quiconque que le chimiste est moins bien payé que le distributeur. Avec son ami d'enfance et partenaire de crime, Jean-Claude Kella, ils reviennent à leur cœur de métier de trafiquant et fausse compagnie aux Colombiens. Avec Jean-Claude, on est parti au Mexique. On avait un associé qui avait des avions et on se débrouillait. Et moi, je l'ai emmené au Mexique et après, les autres, ils s'occupaient du reste. Les avions de Fioconi et Kella décollent de la jungle bolivienne chargée de cocaïne. Puis ils la livrent aux Mexicains qui gèrent le passage de la frontière américaine via des tunnels. Fioconi et Kella deviennent ainsi les premiers acteurs français du trafic de cocaïne. Et ils participent de ce qui sera quelques années plus tard un basculement majeur dans le crime organisé en Amérique, la prise de pouvoir des distributeurs mexicains sur les cartels colombiens. Les Colombiens ont décidé de passer par l'intermédiaire mexicain pour distribuer la drogue aux États-Unis, ce qui a été une des raisons de la montée en puissance des cartels mexicains de la drogue qui ont pu gérer eux-mêmes le passage, mais surtout le coût
et le prix de distribution aux États-Unis et au Canada. Ouais, on était bien avec le cartel mexicain. Lequel? Tous. Au Mexique, les Colombiens, ils y vont pas. Hein. Il y en a très peu. Ils ont peur. Les enfants de la French ont bien grandi. En 1980, ils sont au sommet de leur art. La décennie qui commence sera celle de l'argent roi et de l'explosion de la consommation de cocaïne et d'héroïne. Aux États-Unis, le marché des drogues est plus prometteur que jamais. Et pour en profiter au maximum, les trafiquants français vont associer leurs forces et défier les autorités américaines. En installant un laboratoire d'héroïne en plein cœur de l'Arizona, du jamais vu dans l'histoire des trafics de stupéfiants. L'opération a quand même été fantastique. Pour qu'ils aient eu le culot, avec la complicité de Kella, d'aller tourner aux États-Unis, il fallait qu'ils se sentent très puissants, quoi, hein. Rien ne les arrêtait, quoi. Il n'y avait aucun obstacle, tout était possible avec eux. L'affaire du labo de Phoenix en Arizona est un concentré du savoir-faire français. Scapula achemine la morphine base par bateau depuis la Turquie vers la Floride, où là, elle est transportée en voiture jusqu'en Arizona. De son côté, Jean-Claude Kella fait passer les chimistes par les mêmes tunnels que ceux de la cocaïne. Du cousu humain qui permettra aux Français de vendre 170 kilos d'héroïne à la mafia new-yorkaise. Pourtant, cette opération sera le coup de trop. Ça ne pouvait pas durer comme ça parce que c'était une espèce de fuite en avant. Hein, il y avait toujours un pas de plus qui était franchi, il y avait une escalade. Et Scapula, d'ailleurs, qui était assez lucide quand même, avait prévenu tous les membres de son groupe en leur disant qu'un de ces jours, ils allaient quand même finir par avoir des problèmes sérieux. Toute l'équipe du laboratoire d'Arizona va tomber. Ironie de l'histoire, ce sont les policiers français qui vont précipiter leur chute. Pour nous, c'était jamais « Ah, cette équipe s'est perdue ». Non. La prochaine fois, ils vont recommencer. Et nous, on attend que ça bouge. Les pionniers du trafic de drogue n'ont pas anticipé les changements politiques. Ils avaient inventé un monde sans frontières et les policiers leur emboîtent désormais le pas en collaborant d'un pays à l'autre. Ça commence par des individus qui nous sont signalés par nos collègues espagnols, qui remontent avec des produits d'Espagne. Et évidemment, on se met tout de suite en état d'alerte. On essaie de les prendre en filature dès le passage de la frontière. Et bien la filature nous emmène vers la Suisse. La découverte d'un laboratoire clandestin dans le canton de Fribourg, en Suisse, avec l'arrestation de 6 personnes, dont 4 Français. Les 5 trafiquants étaient en train de fabriquer de l'héroïne. Ils ont été pris sur le fait. Parmi les 5 chimistes, François Scapula. La fuite en avant de François Scapula se termine ici, dans le canton de Fribourg. Mais celui qui avait parcouru le monde de l'Orient jusqu'en Amérique va refuser de se retrouver entre 4 murs. Scapula ne tarde pas à se mettre à table. Je savais qu'ils avaient une loi sur le repenti, je savais qu'ils tenaient leur parole. La raison est là, et je savais que c'était possible de faire le minimum de prison. Scapula, c'est un mec intelligent, il dit bon, on trouve un truc, moi je vous dis tout et on m'arrange ma sauce. Voilà, on a négocié et il a tout dit. En 1985, tous les membres du laboratoire en Arizona sont arrêtés. Jean-Claude Kella prend 12 ans de prison. À l'époque de la French Connection, c'était les petites mains qui balançaient. Désormais, même les gangsters chevronnés peuvent trahir leurs complices. Le trafic de drogue est l'activité la plus dangereuse dans le banditisme. Scapula, moi je l'aimais pas. Hein. Quand il venait au Mexique, il me cassait. Ça doit être le flair, le feeling, appelle-le comme tu veux. C'était un garçon quand même qui tenait la route. Hein. Tout le monde a été surpris. Et puis bon, par la suite, on a bien été obligé de reconnaître que, à travers les dépositions, qu'il s'était bien mis à table. Quoi. Il faut être une crapule, il ne faut pas avoir de rien du tout quand même. Comment tu peux faire, je vais faire quelque chose avec toi et je vais te balancer. Il faut être une ordure finie, tu vois. À la fin des années 80, chacun des pionniers français voit sa carrière s'arrêter brutalement. Fioconi est arrêté au Brésil alors qu'il trafiquait de la cocaïne. En tout,
il aura fait 20 ans de prison. Liliane Janton arrête de transporter de la drogue lorsqu'elle tombe enceinte. Son amoureux, William Perrin, continue. Il est arrêté en 1988 alors qu'il convoyait de l'héroïne thaïlandaise. Il ne balance personne et est condamné à 13 ans ferme. François Scapula, lui, vit aujourd'hui sous un faux nom, quelque part dans le monde, avec un visage refait. Le moins de gens me reconnaîtront, le mieux ça sera. Il y en a certains sûrement qui veulent encore attenter à ma vie. Tout ce qu'il reste de cette époque, c'est un héritage et des méthodes. On n'était pas admiratifs, non. On n'avait pas vraiment d'admiration pour ces lascars. Mais enfin, bon, c'était pas mal quand même. Et je pense qu'aujourd'hui, s'ils ont des émules, eh bien, ces gens-là ont mis en place des réseaux, des voies d'acheminement, des routes qui sont extrêmement sûres et qui peuvent toucher un peu tous les milieux. Pas forcément réservés uniquement aux gens qui sont dans le grand banditisme, hein. Après l'ère des pionniers, le trafic de stupéfiants va entrer dans sa phase industrielle. La cocaïne va faire exploser tous les compteurs, disjoncter les services de police, de douane et griller les neurones de centaines de milliers de consommateurs. Et aucun pays ne pourra échapper à cette déferlante. De tous les trafics de stupéfiants, celui de la cocaïne est le plus rentable. En 2017, il aurait généré à lui seul près de 100 milliards d'euros. Ce chiffre d'affaires s'explique par l'explosion de la consommation au niveau mondial, et en particulier en Europe. Tu achètes le kilo actuellement en Colombie aux alentours de 1 200 €. Quand tu arrives en Europe, le kilo est à 18-20 000 €. J'ai jamais manqué de produits. J'ai toujours quoi fournir. C'est comme l'électricité. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Pour abreuver l'Europe, la cocaïne emprunte des routes secrètes et profite des faiblesses structurelles des pays qui se trouvent sur son chemin. De la République dominicaine au Mali, de la Colombie à la France, les fleuves de poudre blanche charrient leur lot de corruption, de déstabilisation politique, de violence et de mort. Moi, ce que j'ai vu, c'est des montagnes de cash. T'as besoin de 100 000, t'as besoin de 200 000, t'as besoin d'1 million, pas de problème. C'est pas de l'argent facile, c'est de l'argent rapide. T'es pauvre le lundi, t'es riche le mardi, t'es mort ou en prison le mercredi. Pour identifier ces routes et mieux comprendre leur impact sur notre monde, il faut s'adresser aux acteurs de ce business international. Ceux qui parlent le mieux du trafic de cocaïne, ce sont les trafiquants eux-mêmes. C'est demain que l'Observatoire européen des drogues rendra son rapport et chacun s'attend à un constat alarmant. La consommation de cocaïne a triplé sur le vieux continent ces 10 dernières années. Autre constat, les narcotrafiquants ont ouvert de nouvelles routes pour le trafic. C'est une drogue pour faire la fête. Une drogue pour être plus performant au travail, pour ne pas ressentir la fatigue. La cocaïne est un produit illicite que de plus en plus de consommateurs veulent se procurer. Son trafic suit les mêmes logiques commerciales que n'importe quelle marchandise légale. Chaque pays est une part de marché à conquérir. La cocaïne est arrivée en Europe après une stratégie, ça répond à une stratégie. C'est une époque où les États-Unis commencent à être saturés par la cocaïne et il faut trouver des marchés de consommation. Les groupes criminels colombiens ont cherché à diversifier leur offre. Pour cela, ils se sont orientés vers le second marché le plus rentable au monde, qui est l'Europe. C'est une question de pouvoir d'achat. Un Européen a plus d'argent qu'un Africain ou qu'un Asiatique en moyenne. Très clairement, à cette époque, pour les trafiquants, se pose le problème de traverser l'Atlantique pour revendre en Europe. Alors ça demande évidemment un peu d'envergure. Au départ de toutes les routes, il y a la Colombie. Un pays profondément marqué par le business de la cocaïne depuis 40 ans. Ici, le narcotrafic fait partie intégrante de la culture populaire. Une sorte de folklore que l'on entend à chaque coin de rue. C'est
deux chanteurs de charme interprètent des corridos, des chansons à la gloire des narcotrafiquants. Celui-ci avait été commandé par Pablo Escobar, le grand baron de la coke des années 80. Pablo Escobar est mort en Colombie en 1993. Depuis, la production de coca a explosé. Et aujourd'hui, les aventuriers viennent des quatre coins de la planète pour profiter à leur tour de cette manne financière. Alors là, on est sur le chemin d'accès principal, donc aux plantations. Et donc là, on va tourner à droite. Et il est bien évident qu'on ne va pas traiter une affaire par téléphone. Le téléphone ici ne passe pas déjà, donc ça résout le problème. Et il faut le régler de visu. On va passer par là, c'est par là le chemin. Le labo est en bas, à côté de la rivière. Et on achète directement la coca dans le laboratoire. Imagine-toi qu'il faut quand même ramener ici des centaines de litres de kérosène. Il faut te ramener du desktop. Il faut te ramener du chlorate de soude. Tout ça se fait à dos de mulet ou alors à dos d'homme. Vraiment, dans la coke, il y a du kérosène et du desktop? Oui, toujours. Tu as toujours du kérosène, tu as du super sans plomb parfois, ou du diesel en fonction de ce que tu peux mettre dedans. La cocaïne est le nouvel or blanc. Il se fabrique dans des zones retranchées, contrôlées par des guérillas extrêmement violentes. Une semaine avant notre tournage, 3 policiers étaient abattus dans cette même jungle. Alors, ici, on arrive au niveau du laboratoire. Moi, je suis acheteur. Ceux qui me connaissent, je n'ai pas de problème pour rentrer. Vous pourrez peut-être rentrer, mais vous ne pourrez pas ressortir. Vous avez une valeur marchande. Je vais aller voir, vous m'attendez ici, vous revenez en arrière, et on se retrouve tout à l'heure. Jean-Marie est un aventurier français venu chercher fortune au pays de l'or blanc. 3 fois par an, il vient négocier le prix de la tonne dans ce genre de laboratoire inaccessible. Puis, c'est par ses propres routes qu'il envoie la cocaïne en Europe. Quand tu crées une nouvelle route, tu vas envoyer, par exemple, 100 kilos de Medellín à Marseille. Tu ne sais jamais si ta marchandise va arriver ou non. Tu ne sais jamais si les gens qui vont être à l'arrivée ne vont pas essayer de te la voler, vont te la payer. Tu ne sais jamais si la personne en face de toi ne va pas te dénoncer non plus à la douane ou au service de police. On risque quand même dans le trafic international aux alentours de 10 ans en moyenne. Donc dans l'équipe, tu as une tension, quand tu travailles, tu crées ta route, tu as une tension permanente. Jean-Marie a accepté de nous servir de guide et de nous décrypter les routes secrètes de la cocaïne. À commencer par la plus bas de gamme d'entre elles, celle que l'on pourrait appeler la route de la misère et qui démarre dans les bas-fonds de Bogota. Alors on arrive en fait dans un quartier qui s'appelle le Santa Fe, le centre-ville historique de Bogota, avec un habitat assez délabré. Et c'est ici où les stupéfiants sont en vente libre, où tout le monde vient s'approvisionner. La première fois que je suis venu à Santa Fe, premier jour, premier mort. Je me dis, c'est peut-être la faute, t'as pas de chance. Je reviens le deuxième jour, deuxième mort. Troisième jour, troisième mort. Et après, je me suis dit, bon, finalement, c'est pas top comme quartier. Mais... Donc les caméras sont pas les bienvenues ici? Ici, non. Tu vas dehors avec ta caméra, à mon avis, ton espérance de vie se réduit sérieusement. Dans Santa Fe, la police ne vient jamais. Le quartier est une zone de non-droit aux mains des petits trafiquants locaux. Tu as beaucoup de crack house, tu vois, des bâtiments comme ça, pour vendre tout ce qui est crack, cocaïne à l'intérieur et marijuana aussi. Voilà, tu vois la Maison Bleue là-bas. C'est là où il y a le type qui tient le mur. Ça ne paye pas de mine. C'est un des points de vente les plus profitables de Santa Fe. Ils vendent pour la consommation locale et aussi pour l'export, tu vois, ici à droite. Derrière ces murs, on ne fait pas que prendre de la drogue pour soi. On en ingurgite aussi pour les autres. Allez, enfonce-la maintenant, là. Faut bien l'avaler. La première route de la cocaïne est celle des bouletteux. Allez, pousse. Ces mules qui transportent la poudre directement dans leurs estomacs. Il faut savoir que la plupart des filles qui arrivent ici sont des filles de la campagne. Donc ici, le seul avenir qu'elle peut avoir, c'est soit vendre de la drogue, soit être prostituée. Donc quand tu lui proposes 5 000 € pour les faire un voyage en Europe alors qu'elle n'a jamais pris l'avion de sa vie, et forcément, la fille a des enfants à nourrir, et donc la plupart du temps, elle accepte.
Elle vient dans la maison, il la charge, il lui paye le billet, il y va direct. Et après, c'est au petit bonheur la chance. Hein. La personne qui a ingéré les boulettes de cocaïne prend ensuite la route de l'aéroport, le bien nommé Eldorado, en espérant ainsi améliorer son existence malgré les nombreux risques sur le parcours. La mort d'une adolescente de 15 ans victime d'une overdose. Elle avait, semble-t-il, ingéré une centaine de boulettes de cocaïne et l'une d'elles aurait éclaté dans son estomac. Lorsque les bouletteux survivent au voyage, ils doivent ensuite passer les contrôles de police à l'arrivée. Et là, les trafiquants qui les exploitent n'ont aucun état d'âme. Tu envoies 3 bouletteux, tu balances le premier gars à la douane, tous les services de douane vont tomber dessus, ton gars va prendre 5 ans dans la tête, et tes 2 autres passent tranquillement. Donc c'est rentable pour toi. En matière de trafic de cocaïne, c'est avant tout le pragmatisme. On est là pour faire passer nos produits et pour gagner notre vie. Les bouletteux, ça devient, dans les années 90-2000, une plaie. Parce qu'il vous arrive tous les jours à l'aéroport des bouletteux. Ces passeurs sont considérés au regard du droit français comme des trafiquants internationaux. Il y aurait beaucoup à dire sur ce point, parce que ces gens-là, ces passeurs, ça relève plus de la traite des êtres humains que du trafic international de stupéfiants, parce qu'on les utilise comme contenants. Grâce à cette route de la misère et de l'exploitation, la cocaïne commence à inonder l'Europe au début des années 2000. En France, les policiers constatent alors un rapprochement entre les trafiquants colombiens et le banditisme de cité. Nous avons identifié une organisation colombienne en relation avec 2 acteurs du trafic de stupéfiants en région parisienne, mettant à disposition leur réseau déjà rodé de distribution de stupéfiants. Mon premier rôle, c'est d'être le charbonneur. C'est moi qui vends, et on me donne l'argent à la sauvette. Je suis le dealer en fin de compte. Quand je suis charbonné toute la journée, qu'est-ce que j'ai à la fin? Ça dépend de quoi j'ai vendu. À part si j'ai vendu du shit c'est 100 €, et de la cesse c'est 550 €. De la cesse c'est la cocaïne. Ça fait un salaire en fin de compte. Tout ce qu'ils peuvent faire en un mois, je le fais en 7 jours, ou même en une journée. On a eu énormément de trafic organisé par des réseaux cannabis qui passaient à la cocaïne. Ça a eu un impact terrible pour nous, puisque la cocaïne, qui était un produit jusqu'alors réservé au showbiz, au monde un peu intellectuel, etc., elle est passée très très rapidement à une consommation plus banalisée, parce que les vecteurs criminels avaient accès à toute la société française, à toutes les couches sociales. Donc ça a donné un essor à la cocaïne dans notre pays qui a été incroyable. Il y a beaucoup de clients. Bourgeois, riches, pauvres, clochards, et un peu de tout. Dans le trafic de cocaïne, c'est l'offre qui crée la demande, car le produit rend le client accro. Le trafiquant n'a alors qu'un seul objectif, fournir sans discontinuer. J'ai jamais manqué de produits. J'ai toujours quoi fournir. Toujours. Parce qu'on ne peut pas laisser le réseau, c'est un réseau en fin de compte. C'est comme l'électricité, puis ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Face à l'explosion de la consommation, les estomacs des bouletteux ne suffisent plus. Les trafiquants veulent faire passer de plus grosses quantités dans les soutes des avions. Les trafiquants ne font pas forcément partir leur cocaïne depuis l'aéroport de Bogota. Le mot Colombie, à l'époque, est tellement connoté cocaïne que dès qu'on voit Colombie, on pense cocaïne. Donc ils vont essayer de diversifier les points de départ. Pour masquer son plan de vol, la cocaïne doit décoller depuis des aéroports plus discrets, comme ceux des îles des Caraïbes. Et si cette route numéro 2 doit multiplier le nombre d'intermédiaires, ce n'est pas un problème. La main-d'œuvre, prête à prendre tous les risques pour manger, ne manque pas. En Colombie, les trafiquants puissent toujours dans la même population. Les pêcheurs de la côte caribéenne. J'ai été condamné à 5 ans et 4 mois de prison.
Les narcotrafiquants ont réalisé que nous, les pêcheurs, on pouvait leur être utile pour transporter de la drogue d'un point à un autre. Ils nous payent 50 000 misérables dollars alors que eux la vendent plusieurs millions. En rajoutant des moteurs sur leurs embarcations, les pêcheurs peuvent se livrer à des go fast sur l'eau et ainsi atteindre n'importe quelle île, des Antilles à Cuba. Ils sont le premier maillon de la route numéro 2. Sur mon bateau, je peux charger 2,5 tonnes de cocaïne. Je mets 4 moteurs, je pars la nuit et je suis rentré au petit matin. Pour expédier du produit en France, le go fast vers la Martinique ou la Guadeloupe, c'est la méthode la plus courte, la plus simple, c'est basique. C'est une ligne droite et ensuite tu es en France, tu es dans l'espace Schengen. Et tu as gagné 50% de ton trajet. La mer est pour nous une véritable bénédiction. Les produits en provenance de Martinique et de Guadeloupe sont moins contrôlés à l'arrivée en métropole. Les Antilles sont donc une destination de choix pour ces go fast. Intimidation. Helios de Darn, effectué warning avant tir d'avertissement. La mer des Caraïbes devient un théâtre des opérations dans la guerre contre la cocaïne. Tu as des navires de guerre français, tu as le Ventose, qui fait quelques saisies quand même. Tu as des navires britanniques parfois, américains. Mais en même temps, quand tu regardes l'infini de l'océan, c'est énorme. On ne peut pas tout contrôler, même avec des bons radars. Il y a tellement de trafic maritime, c'est quasiment impossible de bloquer la lancha. Sur les îles des Caraïbes qui servent de relais, c'est une logistique qui doit être mise en place. De la réception de la cocaïne jusqu'à son envoi par avion vers l'Europe. Cette étape va générer des bénéfices colossaux et lancer des carrières de trafiquants internationaux. Un Français va connaître en République dominicaine une trajectoire digne de Scarface. Ascension fulgurante et chute d'autant plus violente. Je suis rentré dans le trafic de stupes. Au début, c'était trafic régional. Mais je distribuais un peu partout dans l'Île-de-France, 91, j'envoyais en Bretagne, j'envoyais un peu partout, tu vois. Un jour, j'ai dit, bon, je vais être mon propre fournisseur. Je vais gérer toute la chaîne. Acquisition, détention, transport non autorisé de produits stupéfiants. Participation à une association de malfaiteurs. Sonner Aksa a été condamné à la peine de 10 ans d'emprisonnement. C'est juste ça, là. Se balader, rouler, tu sais pas, c'est un truc de fou, quoi. Tu pesais combien, toi, financièrement, à peu près, quand tu étais là-bas au sommet, un peu comme ça? On peut pas en parler. Non, mais on peut pas en parler. Tu pesais, non, mais suffisamment lourd pour que les Colombiens te passent une tonne sans que ça pose de problème. Tu vois, on parle clairement sur ça. Ouais. Une tonne, tu les aurais fait, à l'époque, hein, ça aurait décollé, je t'aurais fait décoller ça à la parole. Hein. J'aurais dit, tiens, j'ai tel truc, charge-moi une unité. Ils me mettaient une unité, il n'y avait pas de... J'avais ce truc-là, j'avais cette aisance-là, cette facilité-là, tu vois. J'avais cette confiance-là de ces gens-là, tu vois. En République dominicaine, Sonner réceptionnait la marchandise au nord-ouest de l'île et devait la transporter jusqu'à l'aéroport de Punta Cana, la station touristique. En mer, comme sur terre, la route de la cocaïne se fait forcément à toute vitesse. Dans la nuit, minuit, 1h du matin, on prenait la route. Plancher préparé, tableau de bord préparé, pour mettre un double fond, pour mettre la marchandise. La voiture devant, tableau de bord préparé, pour mettre les armes de poing dans le tableau de bord. Moi, je le faisais à 240 km/h. On n'enlevait jamais, je touchais quasiment jamais le frein. On bombardait. Mais chaque seconde que tu arrives à passer sans avoir un accrochage, un problème, tu es content. C'est à la minute, ça se joue, c'est à la fraction de seconde. Tu sais, moi, à chaque fois que je sortais de chez moi, je me disais, chaque fois que je prenais la route, je disais, je crois en Dieu. Après, je me remettais entre moi et le bon Dieu et je disais, j'espère que je vais pas mourir sur ce chemin. Ça m'est arrivé, des petits accrochages sur un barrage là-bas militaire. On a été pris, on a essuyé des tirs, on a été poursuivi dans la capitale, à Saint-Domingue. Donc, faut garder le sang-froid, tu vois.
Au moment d'envoyer la cocaïne de l'aéroport de Punta Cana jusqu'en France, Sonner, le caïd de Montfermeil, a dû inventer un système pérenne en mettant à profit les coutumes locales. Là-bas, je payais l'armée. C'est eux qui me sécurisaient l'aéroport. Les affaires, elles passaient. Là-bas, c'est corrompu, tu vois. C'est un pays, je te dis, faut le vivre pour le comprendre, tu vois. C'est affolant. Après, ici, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus subtil. On ne fait pas confiance à n'importe qui. Vous ne pouvez pas bosser avec n'importe qui non plus. Tu sais, tu t'assois avec des types, ils te disent moi, je peux te sortir la marchandise de telle manière, de telle sorte, il faut faire comme ci, comme ça. Tu l'envoies au bagage perdu. Énormément de procédés où j'ai pas envie de mettre le doigt parce que c'est des détails qui coûtent cher. Surveillance aéroport, secteur fret. Les valises sont placées en soute, au départ de République dominicaine, par des complicités aéroportuaires. Depuis plusieurs années, les affaires de trafic impliquant des complicités sur les tarmacs français sont légion. Les enquêteurs spécialisés ont saisi la quantité significative de 132 kg de cocaïne sur la plateforme d'Orly. Les policiers sont convaincus d'une chose, les aéroports français sont des passoires. Il faut être lucide. Un bagagiste, par exemple, à Roissy, il gagne quoi? Il gagne 2 000 € par mois, 1 500, 2 000 € par mois. Il a un boulot de merde. Il a des conditions de vie de merde. Il a un crédit sur le dos pour acheter sa maison qui coûte une fortune. Il a Bobonne qui veut la dernière voiture. Il a une vie de merde. Donc quand tu as quelqu'un qui vient, qui te dit que tu me sors les cartons que je vais mettre dans l'avion, tu me sors ces valises, et tu vas toucher 30, 40 000 €, pour lui, c'est Byzance. Pêcheurs colombiens, militaires dominicains ou bagagistes de Roissy, la route numéro 2 de la cocaïne est celle de la corruption. Concrètement, tu auras 99% de chances de passer. Et si tu en parles à personne, tu cloisonnes bien ton truc, tu peux tourner sur un roulement comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans poser problème, tu vois. Le principe de base du trafic de cocaïne est de ne jamais se contenter d'une seule route. Il faut toujours démultiplier les passages et trouver de nouvelles zones de rebond. Comme dans un jeu de stratégie à l'échelle mondiale, les trafiquants observent les pays comme autant de proies potentielles. Les réseaux cherchent les États les moins armés et ils utilisent le plus faible pour accéder au marché de vente. Ils vont donc regarder la carte et ils vont voir qu'en face de l'Amérique du Sud, au niveau du 10e parallèle, il y a l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est une mosaïque de pays relativement pauvres, dans lesquels les services de l'État sont dénués, facilement corruptibles. Et donc pour eux, c'est une zone parfaite pour jouer. Depuis les ports de Colombie et du Venezuela, des cargos remplis de cocaïne vont suivre ce qu'ils appellent l'autoroute A10, du nom du 10e parallèle nord. Mais on devrait plutôt la surnommer la route du chaos. Jean-Marie a été l'un des artisans de cette piste africaine. Il sait, mieux que quiconque, comment les trafiquants de cocaïne ont fait main basse sur le continent. J'ai fait 10 ans là-bas. On a commencé par les États d'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est simple. Ce sont eux qui contrôlent la côte. Le Sénégal, 60% des compagnies de pêche sont tenues par des Colombiens, des actionnaires colombiens. Le Colombien n'est pas actionnaire d'une compagnie de pêche par hasard. Tu avais la Côte d'Ivoire, à Abidjan, tu faisais passer tout ce que tu voulais. Tous les États africains sont privatisables. Voilà, c'est exactement l'impression qu'on a eue. La Guinée-Bissau, le pays le plus pauvre de la région, va se faire happer en quelques mois par les narcodollars et se transformer en immense grenier à cocaïne. Dans cette zone, les cartels colombiens avaient pignon sur rue et pouvaient même parader dans des gros 4x4 sans avoir forcément besoin de se cacher. En Guinée-Bissau, le trafic atteindrait 200 millions d'euros par an, autant que toute la richesse produite dans le pays. Une situation que certains ministres ne semblent pas regarder en face. Ce n'est pas un problème, on peut le voir dans n'importe quel autre pays dans le monde. Cette drogue qui arrive part en direction de ce qu'on appelle une plateforme de rebond. La plus grosse plateforme de rebond pendant des années, ça a été Bamako, qui a développé sur place une sorte de marché de demi-gros où les bandes criminelles européennes venaient se fournir. Tu avais une tonne de cocaïne à Bamako, tu prenais la route, et 3 jours après, elle était à Kidal, qui était la capitale touareg. Kidal, au Mali, était une place stratégique pour le narcotrafic, parce que de Kidal, les Touaregs envoyaient ça avec les cigarettes et avec les autres produits en Algérie, et de l'Algérie, ça remontait sur l'Europe. Et tout le monde prélève sa dîme sur chaque kilo qu'il transporte. Pendant 15 ans, le nord du Mali est un paradis pour les narcos.
un paradis où ils se permettent de faire atterrir un Boeing acheté d'occasion 800 000 € et bourré de 11 tonnes de cocaïne. L'avion était acheté uniquement pour ce trajet où la drogue allait leur rapporter plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc c'est un investissement qu'ils pouvaient se faire, quitte à détruire l'avion par la suite. Les routes historiques du désert servent dorénavant à convoyer la poudre à la tonne. Un convoi avec parfois 10 tonnes, voire 30 tonnes, ça représente 3 poids lourds et une quinzaine de véhicules pick-up armés de mitrailleuses lourdes d'escorte. Donc là, effectivement, pour les services de sécurité, c'est quasiment impossible de les intercepter sans provoquer un bain de sang épouvantable. Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes des trafiquants, jusqu'à l'année 2013. Le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. On veut pratiquer la charia, c'est pas à Tombouctou. On veut pratiquer dans tous les Mali, même à Kolongueba. A priori, la cocaïne peut difficilement traverser un territoire contrôlé par des armées djihadistes. A priori seulement. Le terrorisme et le trafic vont de pair. C'est-à-dire les réseaux que nous employons sont les mêmes. Quand tu veux passer la marchandise clandestine, que ce soit des armes, des bombes ou de la drogue, le but pour toi, c'est d'échapper à l'État. Donc, dans nos organisations, tu retrouves toujours à côté des terroristes. Nous avons à peu près les mêmes réseaux, les mêmes passages. Dans la clandestinité, des intérêts finissent par converger. Les djihadistes doivent financer leur lutte armée et les trafiquants ont besoin de passeurs. On a, dans des mêmes endroits, des organisations qui font du trafic. On a d'autre part des organisations dites politiques ou terroristes, donc qui ont des activités de violence et de guérilla. Et puis en réalité, on a beaucoup d'organisations qui sont mélangées, qui sont hybrides, c'est-à-dire qui sont à la fois l'une et l'autre. Et en définitive, on ne sait plus vraiment qui est qui. Les Touaregs, je suis désolé, mais le Touareg, le lundi, est un trafiquant de drogue, le mardi, c'est un trafiquant d'armes, le mercredi, c'est un terroriste. Et le jeudi, il redevient un nouveau trafiquant de drogue. Donc, c'est à géométrie variable. Ce mélange des genres n'est pas nouveau. C'est une constante des guérillas du monde entier. Le Hezbollah a exporté du hashish depuis le Liban, les talibans de l'opium, et une partie de la cocaïne est produite par les FARC, la rébellion marxiste de Colombie. L'idéologie, la politique, tout ça, tu laisses de côté. On n'en a absolument rien à foutre. Personnellement, je suis plutôt à droite, plutôt même plus à droite qu'à droite. Donc, idéologiquement, j'ai rien à voir avec les FARC, c'est une guérilla qui elle, est d'inspiration marxiste, mais ils sont pragmatiques et je suis pragmatique. On a un produit ensemble, on a un travail commun, on le fait. La cocaïne n'a pas de couleur politique. Pour autant, ce pragmatisme n'est pas toujours sans conséquences. En 2014, les militaires français de l'opération Serval au Mali ont dû combattre des armées djihadistes particulièrement résistantes et qui avaient pu s'armer et s'équiper grâce à l'argent de la coke. Le consommateur qui achète son produit, qui paie son produit, lui, évidemment, il ne connaît pas toute la machinerie, toutes les coulisses qu'il y a derrière. L'argent qu'il va donner pour ce produit, ça correspond effectivement à une partie donnée, payée à des organisations terroristes. Plus ces organisations criminelles ont utilisé ces routes, plus elles ont elles-mêmes apporté, en quelque sorte, du chaos. Donc le chaos a nourri le chaos, et plus il y a de chaos, plus vous attirez des activités trafiquantes. Donc c'est un cercle vicieux. La route africaine est la plus instable de toutes. Mais la tonne de poudre s'achète 120 000 € en Colombie et se revend 20 millions en Europe. Avec de telles marges, les trafiquants peuvent s'arranger de n'importe quelle situation. Rien n'arrête la cocaïne. Même pas le chaos. Tu sais jamais si ta marchandise va arriver ou non. Parce qu'il faut penser qu'on échoue énormément dans ce domaine. Il faut tenter. Sur 5 tentatives, tu vas en échouer 4. Mais quand tu échoues sur les 4, tu gagnes sur la 5e. Et la 5e te compense toutes les pertes que tu as eues. Il faut accepter la perte. La perte fait partie du travail. L'économie illicite des drogues est une économie comme les autres, mis à part qu'il n'y a pas de régulation liée à l'État, liée à la taxation, liée à ce qu'on appelle l'état de droit.
Donc nous sommes dans une économie qui est primitive, où le profit, l'individualisme prime et il n'y a aucun contre-pouvoir. Le trafic de cocaïne est un commerce sans scrupules, digne de l'ultralibéralisme le plus pur, une entreprise criminelle aux méthodes de management complètement débridées. Les gangsters regardent ce qui fonctionne dans le monde légal et ils se l'approprient. Mais au final, ils disposent toujours d'une arme qui est celle soit de l'intimidation, soit de la violence. Et c'est ça, en définitive, qui vient tout fausser et qui vient surtout tout réguler. La violence ultime. Ils sont pas là pour rigoler. Ils peuvent te couper un doigt, un ongle, un membre, juste pour que tu souffres. On a peur d'eux, en fin de compte. Constatons la présence d'une plaie sur la face antérieure de la jambe gauche. Présence d'orifice. Entrée thoracique avec une balle au niveau abdominal. Membre inférieur droit, carbonisé sur sa face interne. L'arme de la violence divise le milieu en deux catégories. Ceux qui en profitent et ceux qui en souffrent. Il y a beaucoup de jeunes qui sont exploités dans le business. Tu peux commencer ta journée à midi, finir à minuit, et le patron te dit « casse-toi, je te donne rien ». Il va rien te donner. Et ça arrive qu'aux plus cons. C'est celui-là qui a la plus grosse couille, qui couille tout le monde. Celui-là qui a la petite couille, bah, c'est lui qui se fait dépouiller. Il y a un dicton qui dit « mieux vaut être le boucher que le veau ». Tu vois? Et ben, tu prends conscience que c'est vrai. Tu vois, que tu peux être un jour ce veau, il ne faut pas l'être. De là, je me suis surprotégé. Je me suis surprotégé et je suis devenu extrêmement violent. Les méthodes agressives de Sonner lui ont permis de réussir son début de carrière en République dominicaine. Ses go-fast lui rapportent de plus en plus d'argent, malgré un environnement extrêmement hostile. En fait, il y a eu plusieurs fusillades, tu vois. Et des fois, c'était des embuscades qu'on m'a fait, donc je devais répondre, tu vois. Pour moi, à ce moment-là, c'était la survie. Le 19 août 2012, une fusillade éclate dans une boîte de nuit au nord-ouest de l'île, et une figure locale est retrouvée criblée de balles. Son surnom, El Barbaro. Après, ils m'ont accusé d'être rentré dans une boîte de nuit un soir, armé de pistolets mitrailleurs. Ils ont dit que j'avais mitraillé en fait un narcotrafiquant de là-bas, un gros baron en fait, un grand colosse, avec une tête de mort sur l'épaule, tu vois, une vraie caricature le type, tu vois. Du jour au lendemain, la carrière de Sonner Aksa va basculer. Aux funérailles d'El Barbaro, une foule immense se recueille et les rumeurs vont bon train. Sonner se retrouve propulsé à la place de la victime. Il est devenu El Frances, il a 23 ans, et il est le nouveau baron de la cocaïne, celui qui gère toute la zone nord-ouest de l'île. À partir de ce moment-là, c'est les gens qui se poussaient pour venir me voir, tu vois. Ils toquaient, ils allaient, ils appelaient des gens, ils passaient par des services de police ou ils passaient par des trafiquants de drogue. Ouais, trouvez-moi ce mec-là, je veux bosser avec. C'est un bon, faut bosser avec, il est bien, il est bien. La violence permet d'arriver en haut de l'échelle du trafic. Et après, ce sont les amitiés et les complicités qui sont d'un autre niveau. Quelle que soit la route que la cocaïne utilise, quels que soient les pays qu'elle traverse, elle corrompt les hommes et les institutions. Quand on commence à avoir des juges suprêmes, quand on commence à avoir des ministres, quand on commence à avoir des présidents de l'Assemblée nationale qui sont impliqués dans le trafic de stupéfiants, là, on peut raisonnablement se dire que nous sommes confrontés à un narco-État. C'est un narco-État. Le président d'avant, c'était « Allez, rentrez tout ce que vous voulez. Moi, avec moi, il n'y a pas d'histoire, tu vois. » Et ça rentrait. Sonner aurait toute une partie de l'appareil d'État qui travaille pour lui. Son protecteur sur l'île ne serait autre que le numéro 2 de la lutte anti-narcotique. Et à l'aéroport de Punta Cana, c'est l'armée elle-même qui sécuriserait le tarmac pour que Sonner puisse charger ses valises librement. Quand j'avais commencé à être bien, il y a des politiciens, ils venaient, ils me disaient, des députés, tout ça, des gens, ils venaient, ils me disaient, ouais, finance... Mais merde, comment on dit ça, là? La campagne? La campagne, voilà. J'étais parti faire un match avec un gouverneur. J'avais regardé un match de baseball avec un gouverneur, tu vois.
te rends compte, ça joue au baseball, je suis là avec le gouverneur d'une zone, tu vois. C'est un pays assez, tu vois, assez impressionnant. Soner-Axa ne va pas rester à l'abri longtemps. La justice française accumule les témoignages et les éléments à charge. Mademoiselle a identifié Soner-Axa comme la personne lui ayant remis la cocaïne lors de son dernier voyage en République dominicaine. Un mandat d'arrêt a été décerné à l'encontre de Soner-Axa. Il n'existe pas de procédure d'extradition de la République dominicaine vers la France. Mais régulièrement, les autorités locales font semblant de faire le ménage pour sauver les apparences. Je devais déranger, tu vois, il s'est passé un truc que j'ai pas compris. Parce que j'étais là-bas, j'étais à l'aise, j'avais tout confort, Et un jour, j'ai été interpellé. T'as 3 4x4 qui se sont garés, des militaires dominicains, cagoulés, ils sont venus, ils m'ont braqué. Ils m'ont trouvé avec des armes de guerre, avec de l'argent, avec 2-3 trucs à la con à la maison que tout trafiquant a, tu vois. Ils m'ont ramené tout droit à un aéroport. Je me rappelle quand on arrive au portique, le militaire, il dit au mec du portique, il dit « Ouais, il est où l'avion pour le français ?» Je dis bah, « Putain, les bâtards. » Je dis « Ils m'ont ramené un avion, les cons. » Ils m'ont traîné, il y avait plein de mecs en civil autour, des blancs, enfin comme de ta couleur, tu vois. Et ils applaudissaient, ils étaient là en train de se saluer, en train de dire ouais, « Yeah, yeah !» Je dis « les fils de pute. Oh les bâtards !» Soner-Axa est déposé en Martinique où la justice française l'attend. Dernière étape d'une carrière fulgurante qui l'aura vu monter trop vite, trop haut. Quand tu es connu des services de police, tout le monde est sur toi. Donc, tu es vulnérable. Or, il faut savoir une chose, quand tu es un trafiquant de drogue, tu perds toujours contre l'État. L'État est toujours le plus fort. In fine, c'est toujours l'État qui gagne. En haut lieu, ils ont décidé que c'était le moment. Ça veut dire qu'ils vous laissent monter, et dès qu'ils sentent que c'est le moment, ils cassent les jambes, tu vois. Ils te tuent, ils te prennent ce que tu as, ils te saisissent. Mais en fait, c'est un mode opératoire là-bas, tu vois. Depuis l'extradition de Soner, d'autres Français sont partis tenter l'aventure dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, malgré les risques. Cela fait 20 ans que les routes de la cocaïne convergent vers la France. Et la ruée vers l'or blanc ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, c'est le profil des acteurs du trafic qui a changé. Ils ne sont plus forcément issus de la voyoucratie. Celui qui possède un minimum de flair peut repérer seul les moyens de faire entrer la cocaïne sur le territoire. Donc au départ, les premières visites, c'était seulement du repérage. Et en bout de ce chemin, il y a une vue totalement dégagée sur l'aéroport en lui-même et ses accès. Tu vois, là, par exemple, c'est tout ouvert et on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Il n'y a même pas de grillage ni de clôture, il n'y a absolument rien. C'est un aéroport très facile, comme il y en a beaucoup en France, malheureusement. Ce qu'on appelle un gruyère, hein. Un endroit très facile pour les trafiquants, de tout genre d'ailleurs. L'aéroport privé de Saint-Tropez est constitué d'une seule piste et d'une minuscule tour de contrôle. Aucun service de douane, ni service de police. Les passagers, les pilotes et les bagages entrent et sortent sans aucune surveillance. Voilà, regarde. Il y a 2-3 valises qui sont sur le tarmac. Et là, les bagages partent avec les pilotes. Tu vois, c'est très clair. Et donc aujourd'hui, n'importe qui peut y faire transiter n'importe quoi. Quand moi, je me suis penché sur cette idée de préparer des missions du genre, je me suis dit que dans l'aviation d'affaires, c'est pas très compliqué de ramener de la drogue sur le territoire. Au départ, Franck est un citoyen ordinaire, sans lien avec le narcotrafic. Cet ancien garde du corps de stars comme Mike Tyson, Puff Daddy et Naomi Campbell parvient à rencontrer un autre type de vedette, un certain Ali Bouchareb, grande figure du trafic international, et à le convaincre de la réussite de son projet, acheminer la cocaïne par des jets privés atterrissant sur des aérodromes français. Le trafic se met en place. Un premier vol test décolle de Quito en Équateur, puis un deuxième en provenance de République dominicaine. À chaque fois, la marchandise entre sans problème. Pourtant, le troisième vol sera le dernier. 20 mars 2013, sur le tarmac de l'aéroport de Punta Cana en République dominicaine.
Dans ce Falcon en partance pour la France, la police locale saisit 700 kilos de cocaïne répartis dans 26 valises. L'affaire baptisée Air Cocaïne fait grand bruit. L'affaire Air Cocaïne avec l'interpellation et le placement en détention des pilotes français. Your name? Odos. Where are you from? France. Your name? Pascal Forêt. Mais la justice dominicaine a rendu cette nuit un verdict très sévère, 20 ans de prison pour trafic de drogue. En France, les enquêteurs remontent rapidement le réseau de l'affaire Air Cocaïne. Ali Bouchareb et ses lieutenants sont arrêtés. 14 personnes sont mises en examen, dont l'initiateur du projet, Franck Collin, qui surprend aussitôt par sa ligne de défense. C'est-à-dire que M. Collin a eu l'intention de s'insérer dans ce qu'il considérait à l'époque comme une association criminelle selon lui, et il avait pour objectif de dénoncer cette association afin de devenir un informateur et afin d'obtenir la rétribution des services de l'État, eu égard à l'importance de cette affaire. Franck Collin prétend avoir organisé ce trafic de cocaïne dans le seul but de profiter de la récompense que la loi française promet aux informateurs des douanes. La rétribution peut aller jusqu'à 10% du montant de la saisie, si toutefois toutes les conditions sont bien remplies. Sur un gros trafic de stupes, une com peut facilement aller de 500 600 000 euros à 1 million d'euros, voire plus. Après, forcément, il y a des risques. C'est le risque d'infiltrer, c'est le risque d'être découvert, c'est le risque de ne pas être accepté, ni compris, ni cru par les services de police. Tout dépend de comment ça se passe. C'est comme ça. La justice française se demande encore aujourd'hui pourquoi Franck Collin n'a fait connaître ses intentions qu'après son arrestation. Une chose est sûre dans cette affaire Air Cocaïne. L'idée était bonne et a fait des émules depuis. En 2016, les policiers ont mis la main sur plus d'1 tonne de poudre à l'aéroport privé de Biarritz. De ce qu'on reproche à cet aéroport, les faits remontent à peu près à 4 ans. Et aujourd'hui, on est là, on voit très bien qu'il n'y a toujours pas de protection ni policière ni gendarme. Et puis on voit très bien qu'on peut aller là sur le tarmac sans aucune interdiction. Franck Collin risque aujourd'hui 10 ans de réclusion pour trafic international de stupéfiants. Si la cocaïne peut rapporter énormément d'argent, elle emmène systématiquement en prison ceux qui ont, à un moment, travaillé sur une de ces routes. En France, comme en Colombie, ce sont ces artisans de la cam que l'on retrouve en prison. Le haut du panier, lui, passe toujours entre les gouttes. Les investisseurs préfèrent tirer les ficelles et inventer les routes dans une clandestinité absolue. Soit discret, soit en dessous des radars. Ça fait 20 ans que je suis dedans, 25 ans. Jamais été arrêté une fois. Quand on me contrôle, je suis un citoyen lambda, je suis Flamby. Voilà, je suis le François Hollande local. Je passe totalement inaperçu, je souris bêtement. Et je vis discrètement, je n'ai pas de voiture de luxe, je ne fais pas la fête, la boîte de nuit avec des putes à gogo et du champagne sur la table. Je n'attire pas l'attention. Quand la police ne te connaît pas, quand l'État ne te connaît pas, tu n'as aucun problème. La route préférée de ces investisseurs de la cocaïne est celle qui ne traverse quasiment aucune frontière et qui prend son temps, en se fondant dans l'immensité de l'océan. Le summum du trafic, c'est évidemment le trafic maritime. Là, on ne parle pas de transporter 5 kilos de cocaïne dans une valise. Il s'agit d'acheminer 1 tonne, 2 tonnes, 5 tonnes de cocaïne à destination du marché européen. Ça commence avec des voiliers et ça se termine avec des porte-containers, des cargos, des chalutiers. L'océan est une aubaine pour les trafiquants, surtout depuis que la mondialisation a démultiplié les échanges commerciaux et simplifié les procédures douanières. La cocaïne n'en espérait pas tant. Il y a un effet de masse. Les douaniers, les policiers ne peuvent pas contrôler tous les biens qui passent par les ports. Il vous faut percer le mystère d'une cargaison illégale dans un bateau vraquier qui transporte 100 tonnes, 200 tonnes de produits. Tout ça est très difficile. Sur cette route, le trafic de cocaïne devient un jeu d'enfant. Il suffit de jouer une partie de cache-cache, quasiment gagnée d'avance. Il faut qu'il y ait une logique économique. Donc tu prends les mêmes pistes que pour le café, que pour les produits de consommation licite. À ce moment-là, tu envisages la création de sociétés. Par exemple, tu fais un conteneur de café, un conteneur c'est environ 20 tonnes, et tu rajoutes 1 tonne de cocaïne à l'intérieur.
J'avais envoyé par le transport de bananes. C'est un truc basique que tout le monde fait, c'est-à-dire quand tu as par exemple 50, 100 containers de bananes par semaine qui partent de Colombie, quand tu mets une tonne à l'intérieur, ton client la récupère en verse. La banane est la couverture préférée des trafiquants et la Colombie en exporte toute l'année sans discontinuer. Les autorités ont beau connaître cette stratégie, elles sont démunies. Quand vous avez un cargo avec plein de bananes, il faut décharger toute la marchandise pour chercher le produit. Donc déjà, il faut être très sûr que le produit est dedans, parce que le déchargement coûte une fortune. Les dockers, il faut quand même payer le travail qui est fait. Donc ça coûte une fortune à l'État. Et après se pose un problème de savoir si le propriétaire de la cargaison est au courant ou pas, s'il faut lui restituer son produit, etc. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de complicité dans le port. On joue sur l'inertie du système, l'importance des flux commerciaux et la nécessité pour les États et les autorités portuaires que le flux soit fluide. En moyenne, seulement 5% des containers sont passés au scanner dans un port européen. La route par cargo est donc la plus sûre. Le seul moyen pour les autorités de démanteler le trafic maritime est d'avoir un infiltré. Ce que l'on appelle en langage des douanes un aviseur, un homme capable de risquer sa vie pour faire remonter les informations. Un soir, je me suis trouvé face à une équipe de 4 ou 5 mafieux en train de discuter de milliards, de quantités impressionnantes de drogue. Et ils voulaient absolument savoir si j'étais en capacité de faire des transports maritimes d'importance. Je me suis dit, je suis dans la merde jusqu'au cou, quoi. C'est tout. L'homme, face aux mafieux ce jour-là, s'appelle Marc Fievet. Sa mission d'infiltration pour les douanes françaises a commencé à Gibraltar à la fin des années 80. Son apport a largement contribué à améliorer notre connaissance de la contrebande de stupéfiants par voie maritime. Et son action a permis la réalisation de saisies significatives de stupéfiants. Ce sont les compétences en navigation de Marc Fievet qui lui ont permis de pénétrer le milieu des trafiquants. À Gibraltar, il leur proposait ses services de logistique maritime, en voilier, en chalutier ou en cargo. Un Italien qui se présente comme Mario. Bon, bel aspect, belle allure, belle gueule. Et qui me dit, oui, j'ai un transport à faire sur Brindisi. Est-ce que tu pourrais t'en charger avec ton cargo? En réalité, c'est Pasquale Claudio Locatelli, qui est en fin de compte le numéro 1 de la distribution de la cocaïne sur l'Europe. En peu de temps, Fievet devient le logisticien en chef de Locatelli. Et il gère une flotte de plusieurs bateaux, de la Colombie vers l'Europe, de Djibouti vers l'Angleterre, du Maroc vers le Canada. Fievet a pénétré le cercle très privé des grands trafiquants internationaux, un cercle où le billet d'entrée est de plusieurs millions d'euros. Si vous achetez un cargo, allez, 200 000 euros, vous avez un petit billet de 150 200 000 euros de mise à jour. Un peu de peinture, parce qu'il faut quand même qu'il ait un aspect présentable. Il faut l'équiper avec des moyens de communication. Il faut 4 marins, 5 marins. On n'a pas encore mis 300 000 litres de fioul. Là, on est déjà arrivé à presque 1 million d'euros. On n'est pas encore sorti du port. Marc Fievet va travailler pendant 7 ans pour le réseau de Locatelli. Et il va apprendre à ses dépens que la frontière entre un trafiquant et un infiltré est étroite. Les autorités espagnoles finissent par repérer ses activités. Je me suis fait serrer dans la rue, comme un malpropre, plaqué au sol. Vous êtes un narcotrafiquant international. Et les autorités douanières n'ont rien fait pour me sortir de la mise où j'étais. Je suis resté 11 ans en prison. Le drame de Fievet tiendrait au fait que le nouveau directeur des douanes françaises, fraîchement nommé, a refusé d'assumer la responsabilité de la mission mise en place par son prédécesseur. La chute de cet aviseur symbolise toute la difficulté de la lutte. Côté autorité, une coordination insuffisante entre les différents pays. Et côté trafiquant, une puissance financière considérable. Moi, ce que j'ai vu, en fin de compte, c'est du cash. C'est des montagnes de cash. T'as besoin de 100 000, t'as besoin d'1 million, pas de problème. Effectivement, il y a des réseaux qui ont des moyens qui sont l'équivalent de ceux d'un État. Là, vous réalisez, vous, toute votre difficulté pour lutter contre ces organisations. On se sent petit, des fois. Hein.
Un cargo chargé de cocaïne a été arraisonné en plein océan au large de l'Afrique. Ce sont les commandos marines qui ont donné l'assaut. Les annonces d'arraisonnement en haute mer ou de saisie dans les ports de commerce se multiplient, avec des volumes toujours records. À bord du navire, de la cocaïne. Oulala, la vache, on est dans le ciel. 2 tonnes au minimum. Mais difficile pourtant d'y voir un réel signe d'espoir. Locatelli m'avait dit, de toute façon, les services officiels ont besoin de manger. Donc, si tu leur apportes de quoi démontrer en permanence qu'ils sont compétents, je veux dire, ils ne vont pas t'embêter pour le reste, c'est tout. Je me dis que lorsqu'on tape un conteneur avec 500 kilos, ou avec 300 kilos, avec 1 tonne de cocaïne, c'est qu'à côté, en fin de compte, il y a eu d'autres conteneurs beaucoup plus lestés, avec beaucoup plus de marchandises, et ça permet de satisfaire tout le monde. Les saisies réalisées sur les routes de la cocaïne ont tout de même un impact, mais pas sur les trafiquants, plutôt sur les consommateurs. Quand la police réalise une saisie, ça veut dire que tu as 2-3 tonnes en moins sur le marché européen, donc le prix, c'est l'offre et la demande tout simplement. Le prix du produit flambe. Donc quand la police réalise des saisies, tu gagnes beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, actuellement, il y a une petite pénurie, par exemple sur Rotterdam. Ils ont fait des grosses saisies il n'y a pas si longtemps. Le kilo est aux alentours de 28 000. Voilà, d'habitude, il est à 20 000. En fait, la variable d'ajustement est la pureté. L'idée est quand même d'avoir, à la fin, dans la rue, un prix qui reste équivalent d'une année à l'autre. En France, nous sommes entre 60 et 80 € le gramme. Et quand il y a pénurie de produits, en fait, le produit est plus coupé, mais par contre, son prix reste stable. Les faits sont cruels. Après chaque saisie importante par les autorités, le consommateur se met dans les narines. Plus de plâtre, plus de farine ou plus de laxatifs. Très franchement, la cocaïne, c'est de la merde. C'est comme si tu vas dans ta salle de bain, tu prends du Desktop, tu bois du Desktop avec du goudron. C'est la véritable merde chimique. Tu penses que tu es performant, tu ne sens pas la fatigue, tu ne sens pas la douleur, mais après tu as une rechute et c'est un véritable désastre. Et tu as des idiots qui consomment. Et il y en a beaucoup. Tu as beaucoup plus d'imbéciles que de gens intelligents. Donc ce sont nos clients. Aujourd'hui, la cocaïne n'est pas seulement un danger pour la santé des consommateurs, elle est aussi une menace pour nos démocraties. En 20 ans, elle a conquis le marché européen et transformé notre monde en narcoplanète. Les pays que ces routes ont traversés ont tous basculé dans le chaos ou la corruption. Et tant que ces rendements seront aussi juteux, la cocaïne attirera toujours plus d'aventuriers. Le trafic de stupes, c'est pas d'argent facile. Il y a tellement d'éléments perturbateurs qui vont te parasiter. Il faut tricoter avec tout ça. C'est de l'argent rapide. T'es pauvre le lundi, t'es riche le mardi, t'es mort ou en prison le mercredi. Faut monter toujours plus, faut toujours avoir toujours plus. On peut être milliardaire et millionnaire aussi. Pour te payer quoi? Je le montre, je veux tout. Tout, tout, tous les quartiers, tout ce qui va avec. Les filles, les voitures, tout. Si on attend que quelqu'un nous aide, on n'aura rien en fin de compte. La feuille de coca, elle pousse tout le temps. Donc c'est un puissant fond. Tu ne peux pas arrêter le trafic de cocaïne. Tant que tu auras des clients, tu auras des fournisseurs. Et des transporteurs et des producteurs. En termes de cannabis, la France est l'un des premiers marchés européens. Et ça peut devenir un premier marché pour la cocaïne aussi. Depuis que les trafics de drogue existent, la réponse des États a toujours été la même, empêcher la marchandise de pénétrer le territoire. Pourtant, la vraie difficulté des trafiquants n'est pas là. Leur talon d'Achille, c'est l'argent. Trouver le produit, on y arrive. Vendre le produit, on y arrive. Mais encore faut-il en profiter. Mais quand tu as 1 million d'euros en billets de vin, c'est un véritable casse-tête. Pendant un temps très court de ma vie, j'ai été un peu extrême, tu vois. On tournait avec des voitures à 200 000 €, on faisait des pachas, on vivait, quoi. Mais avec le recul, c'est pas bon de briller. C'est aussi une manière de te ramener la foudre. Aujourd'hui, le blanchiment de l'argent sale est devenu l'enjeu numéro 1 de la lutte contre la drogue. Mais notre économie mondialisée offre beaucoup de solutions aux trafiquants et de nombreuses complicités. Il
J'avais une banque à Rotterdam. J'ai passé les sacs pleins de billets. Jamais on m'a demandé d'où provenait l'argent. Alors qu'ils savaient très bien qu'on était de très gros trafiquants. Les sommes colossales, amassées par les trafiquants année après année, ont fait d'eux des acteurs économiques de stature internationale, au point de les rendre peut-être un jour indispensables. L'argent de la cocaïne est absolument partout. Tout le monde en profite. C'est une guerre totalement hypocrite. Ceux qui parlent le mieux de l'économie du trafic de drogue international, ce sont les trafiquants eux-mêmes. Les trafiquants ont toujours un faible pour les pays où le commerce est roi et où le climat est propice aux affaires. Avec ma tête un peu de métèque, là, ici, j'étais pour les gens un peu un extraterrestre. Ils me regardaient, ils se demandaient ce que je venais foutre ici. C'est un endroit typiquement hollandais et ils se sont toujours posé la question, ils n'ont jamais eu la réponse. En fait, c'est là que le gros trafic de cocaïne a commencé. C'est ici, dans cet endroit symbolique que j'adore. C'est là où j'ai commencé ma fortune. Et c'était en 72, hein. Le bateau, il passait pas très loin. Il allait au port de Rotterdam, mais forcément, il allait être fouillé. Un bateau qui vient d'Amérique du Sud. Mais eux, ils n'ont jamais pensé qu'une barque pouvait sortir comme ça en plein milieu et débarquer et tout. Ils n'ont jamais pensé à ça. Le mec, il descendait avec sa petite barque et la marchandise, il débarquait là, je l'emmenais dormir chez moi, le lendemain, il prenait l'avion, il y avait l'argent, il y avait tout, quoi. Ça, c'était imparable. Gérard Fauré, dit le prince de la cocaïne, vient de sortir de prison. Ce fils d'un médecin français et d'une princesse berbère débute sa carrière de trafiquant dans les années 70, lorsqu'il transporte sa marchandise de Rotterdam jusqu'à Paris pour la revendre ensuite dans toute l'Europe. Son système lui rapporte l'équivalent de 100 000 € par mois, en cash. Gérard Fauré peut alors faire sienne la devise de Pablo Escobar. Il y a deux catégories de gens dans le monde, ceux qui comptent leur argent et ceux qui le pèsent. Au bout d'une semaine, j'en avais des bifetons. Hein. Ah oui, j'en avais. Ça me prenait la tête de compter tous ces billets-là. Il y en avait. Surtout quand il y avait des lires italiennes, parce que j'avais quand même des clients de la mafia italienne qui venaient me chercher de la coke à Paris, hein, ou du cannabis. Et donc, eux, ils me payaient avec leurs lires pourries, là. Ça faisait du poids, ça faisait des sacs pour 3 francs 6 sous. Ça m'énervait. C'est une réalité méconnue. Qui dit trafic de stupéfiants dit également contrebande de billets. Chaque semaine, Gérard ramène l'argent chez lui, en Hollande. À chaque fois, il devient une proie. Et pas seulement pour la police. Quand tu es chargé d'argent, attention, c'est pas facile. T'as les flics, mais t'as aussi... Attends, le petit monde qui t'attend. Les mecs, ils savent ce que tu fais. Et ils cherchent à t'agresser. Moi, combien de fois, surtout quand je passais par les petits chemins, là, en Belgique, de France en Belgique, je suis tombé 2 ou 3 fois sur des équipes de gitans qui attendaient les clients, là. Hein? Et donc là, il fallait que je mette la vitesse et que je sois plus rapide qu'eux. Hein. Parce que ça, c'était pas des cadeaux. Parce que la police, ils vont te mettre en prison, ils te passent les menottes. Mais les gitans, ils te prennent tout ce que tu as et ils t'assassinent. On te retrouve plus, ils vont t'enterrer dans leur jardin, ça fera de l'engrais. L'argent, c'est le mobile du crime. Mais c'est aussi le talon d'Achille des commerçants de la cam. Pour le trafiquant, c'est plus grave de perdre de l'argent que du produit. La saisie du produit est intégrée dans le business model du trafiquant qui va se refaire plus facilement, alors que quand il perd des liquidités directement, là, ça l'embête beaucoup plus. Donc le trafiquant est bien plus gêné sur le volet financier que sur le volet stupéfiant. Et lorsque le trafiquant habite dans un pays producteur, c'est la récupération de l'argent qui devient un enjeu crucial. L'héroïne afghane, le shit marocain et la cocaïne colombienne sont toujours envoyés par des acteurs vivants dans une totale clandestinité. Mais une fois que la marchandise est écoulée,
Ces trafiquants sont obligés d'attendre patiemment que l'argent de leurs crimes revienne jusqu'à leur base secrète. Pour moi, ça a été l'un des plus gros problèmes, parce que trouver le produit, on y arrive, vendre le produit, on y arrive, mais encore faut-il en profiter. Jean-Marie, surnommé El Bandido, trafiquant français installé en Colombie, 25 ans d'expérience dans le crime. Quand tu envoies 100 kilos en Europe, il te reste l'équivalent d'1 million d'euros, 1 100 000 euros. Voilà, de bénéfices nets. Et ensuite, c'est un véritable problème logistique, parce que tu as des volumes d'argent qui sont considérables, et donc tu dois réfléchir comment les transporter, comment les dissimuler. Mais quand tu as 1 million d'euros en billets de vin, c'est un véritable casse-tête. Les risques pris pour faire traverser l'Atlantique à ces volumes de billets sont trop importants. C'est au fond d'une soute que sera réalisée une saisie record. Près de 2 millions d'euros en liquide. Le réseau contrôlait tout, de A à Z. L'argent voyage mal, surtout sur des milliers de kilomètres. Quand tu as ce volume-là, il faut faire disparaître ce volume-là pour que ça arrive à ça. Voilà, tu dois faire réduire ton argent. Ton argent ne doit plus être physique. L'argent n'est que du papier, donc il faut réussir à le transformer en écriture bancaire. Cette transformation de l'argent physique en ligne de compte est un moment crucial. Il oblige les trafiquants à demander des services à des personnes étrangères à leur monde, et donc à sortir du bois. Et là, de nouveaux dangers les guettent, car la guerre à la drogue se joue dorénavant aussi sur le terrain financier. Depuis le milieu des années 90, un nouvel acteur est entré en jeu, l'Office central contre la grande délinquance financière. On avait une réputation de bureaucrate, de rond de cuir, qui n'allait pas sur le terrain, faisait pas de saute dessus. Et comme notre travail, c'était d'éplucher des comptes bancaires, on n'était pas les services les plus nobles de la police judiciaire. C'est pourtant ces fonctionnaires de police qui vont remporter la plus belle victoire dans la lutte contre la drogue. En 1993, les douanes américaines les informent que les trafiquants de cocaïne du cartel de Cali cherchent un financier pour rapatrier leur argent depuis l'Europe. C'est le début de l'opération Margarita. Les policiers français décident d'infiltrer l'un des leurs dans le réseau colombien. Le rôle de l'agent infiltré était double. Et il fallait, d'une part, établir des contacts et, deuxièmement, récupérer de l'argent venant du trafic de stupéfiants. Le but, c'était de prendre l'argent en espèces des Colombiens, de le déposer sur un compte bancaire et de virer cet argent aux États-Unis, où à partir de ce moment-là, il était suivi par les autorités américaines qui voyaient toute la filière jusqu'en Colombie. L'opération n'est pas sans risque. Toutes les personnes qui ont un jour côtoyé les narcos colombiens peuvent en témoigner. Leur paranoïa n'a d'égal que leur barbarie. Il faut savoir que le Colombien, il n'a pas la notion de la vie. Pour lui, un être humain, c'est comme une mouche. Il l'écrase, comme un moustique. À chaque fois que j'allais chercher de la marchandise à Amsterdam, il me connaissait très bien. Mais il venait toujours avec des grands manteaux et dessous, pistolet mitrailleur Uzi avec silencieux. Il le tenait comme ça, il parlait, il rigolait et tout, mais comme ça. Le moindre truc, une mouche qui volait, il tirait. C'était la rafale. Et je dis, mais les mecs, vous êtes fous, attention, il y a des gens qui... On s'en fout. Ce sont des criminels endurcis et qui se méfient de tout. Ils sont d'ailleurs ils sont tous un peu parano, hein, d'ailleurs, on l'a vu. Mais il fallait quelqu'un qui gagne leur confiance et assez courageux pour le faire. Je dirais que, contrairement à ce qu'on voit dans les séries américaines, on a choisi un Français moyen, qui passe tellement inaperçu que jamais on pense qu'il pourrait être ce qu'il est. Il ressemblait à tout sauf à un flic. C'était quelqu'un qui était plutôt un représentant de commerce, un VRP d'une banque, disons, quelqu'un qui avait l'habitude de la clientèle. La légende est créée, le policier devient l'homme d'affaires Paul Rossi. Au cinéma, les infiltrés se retrouvent toujours armes à la main, au cœur de la jungle ou dans des zones de combat. Las, dans cette mission d'infiltration à la française, Paul Rossi doit vivre comme un simple employé de banque. Il se voit attribuer un bureau dans un quartier d'affaires et pour tout équipement, un téléphone, un ordinateur,
une imprimante et un câble, dûment répertorié. Donc la légende était prête, et c'est comme ça qu'ont eu lieu les premières rencontres. Le rendez-vous est donné dans un café. Et la première fois, les Colombiens ont mis une somme assez minime, 50 000 francs, pour voir ce que ça allait donner, ce qui représentait rien du tout pour eux, 50 000 francs. C'était pas dans une mallette, c'était dans un sac en plastique. Un simple sac de supermarché. Notre agent infiltré partait avec son sac, et on allait dans le bureau, on comptait l'argent, et après, on déposait l'argent en banque. Comme promis, l'argent arrive sur le compte bancaire des Colombiens qui tombent dans le piège. Paul Rossi leur apparaît crédible et ils veulent bien renouveler l'opération avec lui. Cette méthode était bonne parce que quand on arrive à infiltrer un agent à un moment donné où il y a une telle pression de la part des trafiquants pour faire passer de l'argent, disons qu'ils relâchent un peu leur vigilance, ils sont prêts à accepter quelqu'un qui va les aider. L'infiltré, seul dans son bureau, doit simplement attendre que les Colombiens le convoquent à nouveau. L'agent sous couverture est à la merci des appels des trafiquants. Ce n'est jamais lui qui en a l'initiative. Il faisait uniquement ce travail-là. Donc, alors, des fois, il était pris 2 fois dans la semaine, il y avait 2 virements, d'autres fois, il y avait 15 jours sans qu'il y ait rien. Le plus dur, c'est le silence. Pendant des jours, il n'y a pas de contact, personne n'appelle. À quoi je sers? Cet isolement peut se révéler néfaste pour son équilibre psychologique. Et au pire, pour le bon déroulement de l'enquête. Il faut quand même tenir, hein. Imaginez-vous, 1 an à faire ça tout le temps, c'est quand même assez difficile. En fait, il s'emmerdait. L'opération d'infiltration n'est pas spectaculaire, mais elle porte ses fruits. Les Colombiens blanchissent des sommes de plus en plus grosses. Et après chaque rendez-vous avec l'infiltré, les policiers organisent des filatures, des écoutes téléphoniques et remontent le réseau. On s'est aperçu très vite qu'on était au centre d'un service de logistique. C'est-à-dire que non seulement il y avait des gens qui récoltaient l'argent et qui l'apportaient, mais il y avait des gens qui étaient chargés de trouver des appartements, de louer des bateaux, de faire toute la logistique de l'organisation des cartels colombiens. L'argent agit comme du bleu de méthylène. Il fait apparaître au grand jour toutes les ramifications du réseau colombien. Aux 4 coins de la France, des dizaines de personnes, inconnues des services de police, apparaissent dans les radars des enquêteurs. Vincent Casterone, fabricant de cercueils, Marseille. Jean-Claude Trémaud, vendeur de literie, Limoges. Ce que les Colombiens ont recruté en France, c'était des baltringues, ils n'avaient pas le profil, ils n'étaient pas fichés, ils étaient... Si, aux acédiques. C'était des gens passe-partout. Et c'est ça, la force du crime organisé. Et pour le découvrir, faut aller le chercher. Moi, je garde une image très forte, Saint-Pardoux, Mortereul dans la Creuse, au lieu du crime. C'est un tout petit village totalement perdu, et c'est là qu'y planquait la cocaïne. Il y avait, à un moment donné, 1 tonne de cocaïne à Saint-Pardoux, Mortereul. Il n'y a même pas un garde champêtre. C'est un coup de fil à l'échelle internationale qui a été lancé ce matin contre les intérêts des cartels colombiens de la drogue. Une 50aine d'interpellations dans le cadre de l'opération antidrogue baptisée Margarita. Cette opération aurait permis de démanteler une pyramide entière de l'organisation criminelle. Aucune des personnes interpellées n'était connue. Les réseaux auxquels nous nous sommes attaqués passaient totalement inaperçus. 40 kilos de cocaïne et 1 million de francs. Le résultat d'1 an d'enquête. Après cette victoire indéniable, les policiers étaient en droit d'espérer une suite et une réorientation de la lutte contre la drogue, en ciblant l'argent et les intermédiaires financiers. Mais aucun ministre de l'Intérieur ne va abonder dans ce sens. Mettre son nez dans l'argent de la drogue, c'est prendre le risque de découvrir les circuits occultes du financement politique. Plusieurs affaires judiciaires ont permis de constater que des intermédiaires, dans le cadre de procédures de blanchiment, avaient comme clients des narcotrafiquants, mais également des responsables politiques dans des circuits politiques de financement occulte. Dès lors que vous disposez d'argent dans des proportions
plus qu'importante en millions d'euros, obtenue frauduleusement pour les politiques sur la fausse facturation de marchés publics, sur l'attribution de marchés publics, etc., vous avez la même problématique que le narco qui est à côté. Et dans les deux cas, de toute manière, vous irez vers une nécessité de blanchiment. La nouvelle hiérarchie, alors, ou avait reçu des instructions, ou n'avait pas le courage, ou n'avait pas les moyens. Il n'y a pas eu de deuxième affaire. On m'avait, à un moment donné, reproché que je m'occupais de la guerre sur Mars et qu'il fallait se concentrer sur la banlieue, sur les dealers. Donc il y a eu une différence d'approche des dossiers. Et l'opération Margarita restera comme une superbe occasion sans lendemain. Cibler les nourrices est devenu une priorité pour les policiers. Place à la politique du chiffre et du saute-dessus. Ce que le politique préfère, ce sont des résultats spectaculaires et des coups médiatiques. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Durant les 20 années suivantes, les saisies records font la une des journaux. 7 tonnes de marchandises, c'est considérable. Et ça vient à contribuer à porter un coup que j'espère fatal à des organisations criminelles. Mais cette course à la saisie met les policiers en situation délicate, car elle nécessite de pénétrer des réseaux clandestins avec des indicateurs, qui sont eux-mêmes des trafiquants, et donc de laisser certains criminels prospérer pour mieux en interpeller d'autres. Les méthodes traditionnelles de poursuivre le produit stupéfiant atteignent aujourd'hui leurs limites. On le sait, le jeu à la course aux saisies peut être accompagné d'effets pervers significatifs. Et aujourd'hui, 40 ans après le début de la guerre à la drogue contemporaine, certaines personnes se posent des questions quant aux résultats. Les saisies de marchandises n'ont qu'un intérêt tout relatif. Qu'un intérêt tout relatif. La presse, les journalistes sont très attachés à toujours donner l'équivalent en euros des marchandises. Ça fait du bruit, ça fait vendre du papier, etc. Mais ça n'a aucun sens. La saisie des produits n'affecte pas les réseaux, ou très peu. Tu crois les trafiquants de cannabis, là, qui vendent par tonnes et tout, tu crois qu'ils vont pleurer? Ça les fait rire, mais ils font semblant d'avoir mal, bien sûr. Ah, vous m'avez tué. Tu parles. La politique du chiffre n'empêche pas la consommation de shit et de cocaïne d'exploser en France. La consommation de cocaïne a triplé sur le vieux continent ces 10 dernières années. Aujourd'hui, ce sont des centaines de micro-entreprises de la CAM qui se sont implantées sur l'ensemble du territoire français. Toutes selon le même modèle, celui de l'ultralibéralisme le plus débridé. L'idée d'un trafiquant est de générer le maximum de bénéfices. Il n'est pas du tout dans une logique de partage des bénéfices ou de mettre en place un business équitable. Il souhaite être le mieux rémunéré possible pour une activité qu'il considère d'ailleurs à juste titre très dangereuse puisque la plupart des trafiquants finissent en prison. Donc là, il y a une inégalité très forte entre les petites mains du trafic et les gros trafiquants. Dans un point de revente de cité, on trouve en bas de l'échelle les guetteurs et les revendeurs. Salaire journalier, 100 €. Au-dessus d'eux, les gérants, sorte de managers du point stup, empochent 500 € tous les jours. Et tout en haut, ce sont les caïds qui récupèrent l'essentiel du magot, jusqu'à 1 million d'euros par mois en petites coupures. Mais avec ces volumes d'argent sale, de nouveaux problèmes ne tardent pas à arriver. T'as vu, quand tu gardes de l'argent physique et que t'es un mec comme ça va te brûler les mains, il va t'arriver des problèmes. Sonneur Axa, 35 ans, ancien caïd de Montfermeil, spécialité trafic de cocaïne, condamné à 7 ans de prison. Je vais te donner un exemple. T'as 1 million d'euros sous ton lit. C'est comme si t'as une bombe à retardement sous ton lit. Parce que quand ils vont venir te péter, parce que c'est le temps, c'est le moment, parce que t'as semé des erreurs, tu vois, ils vont venir, ils vont te les prendre, tes sous. Donc ces sous-là, ils seront perdus, tu vois. Perds tes profits, si c'est ton trésor de guerre, t'auras plus rien. Donc c'est des vieilles techniques qui ne portent pas leurs fruits. De garder son argent enterré ou dans des coussins ou X, tu vois. Les trafiquants de drogue sont confrontés donc à un problème physique et matériel. Comment faire que ces kilos et parfois ces tonnes d'argent liquide puissent se réintroduire dans l'économie légale?
Le premier mode de blanchiment d'argent, on oublie toujours de le répéter, c'est en fait la consommation immédiate. Le gangster professionnel vole, trafique, pille, et dès qu'il a de l'argent liquide, en fait, il le dépense immédiatement. On va en boîte de nuit, on va au restaurant, on achète une belle voiture, etc. C'est une constante dans l'histoire des trafics. Quelle que soit l'époque, l'argent de la cam se flambe forcément avec ostentation. À l'époque de gloire, là, dans les années 80, quand on m'appelait le prince de la cocaïne, j'étais devenu un grand frimeur. Hein. Les Ferrari, les Rolls, tout ça, j'avais besoin de tout ça, comme tout le monde. Il fallait que, voilà, je voulais pas être en reste. Et puis les nanas, alors il m'en fallait toujours 7 ou 8 autour de moi. J'arrivais avec les poches pleines de coke, pleines d'argent. Allez, monsieur, il fallait qu'on le voie. Tu sais, il y a 10-11 ans, là, pendant un temps très court, c'était un peu extrême, tu vois. On se tournait avec des voitures à 200 000 €, on faisait des pachas, on flambait, on allait un peu partout, en vacances à l'étranger. On vivait, quoi, il n'y avait pas d'histoire de problème d'argent. Mais avec le recul, c'est pas bon de briller. Parce que quand tu brilles, tu attises les passions, tu vois. Beaucoup de mépris, beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance, des gens qui accepteront pas ce que tu deviens, tu vois. Ce que tu es et ce qu'ils ne peuvent pas l'être, tu vois. Le fait d'avoir cette notoriété-là, c'est aussi être la cible de beaucoup de choses, tu vois, de payer plus vite et les pots cassés, tu vois. Le problème des trafiquants actuels est qu'ils sont devenus trop nombreux et trop riches. Leurs comportements deviennent trop visibles. L'image d'Épinal du Scarface flambeur est désormais intolérable pour de nombreux citoyens. Le départ, le terreau, tout ça, c'est quand même l'exaspération des gens. Des gens qui voyaient dans les cités des types rouler en Mercedes, en BMW, dans des voitures de sport, des voitures très chères, et qui savaient très bien que l'argent ne pouvait pas venir du travail. Et cette exaspération des gens, elle est montée très haut, jusqu'aux politiques, jusqu'à l'administration, à la haute administration. Et ça a convaincu tout le monde qu'il fallait absolument s'en prendre au patrimoine des trafiquants. Donc là, nous sommes dans un immeuble cossu du 16e arrondissement. C'est un appartement qui est constitué de 8 pièces, donc 4 chambres, plusieurs salles de bain. Donc ça, c'est un très grand salon double, avec une cheminée, du parquet en pointe de Hongrie. On a une surface de 270 mètres carrés dans cet appartement. Donc il sera vendu aux enchères par l'agence dans un mois, avec une mise à prix d'1,9 million. Anne Kostomarov n'est pas un agent immobilier. C'est une magistrate qui dirige l'Agrasc, un organisme gouvernemental chargé de confisquer les avoirs des criminels et de les revendre au profit de l'État. C'est un appartement qui a été acquis avec des fonds dont la juridiction de jugement a estimé qu'ils étaient issus du crime. Elle est devenue en moins de 3 ans le cauchemar des voyous, l'Agrasc. Derrière cet acronyme se cache une redoutable agence de l'État. C'est l'un des moyens de lutter contre le grand banditisme en confisquant les biens mal acquis. Yachts, immeubles, voitures de luxe frauduleusement acquis vont être vendus au profit de l'État. C'est une forme d'impôt qui pèse sur les criminels, parce que la réflexion va tourner autour de l'idée du pacte républicain, c'est-à-dire, est-ce que l'on peut encore tolérer que les criminels profitent aussi ouvertement du produit du crime sans que la réponse pénale ne s'attaque justement à ce produit du crime? L'État se souvient d'eux et l'État ne les lâche pas. C'est bien ça le sens de la saisie et de la peine de confiscation. Une fois que les biens des trafiquants sont saisis, l'Agrasc les vend aux enchères. Avec cet argent du crime, l'agence s'autofinance, lance des campagnes de prévention et de lutte contre la toxicomanie et réinjecte dans le budget de l'État des sommes de plus en plus grandes. 10 millions en 2014, 20 millions en 2016. Un principe de cercle vertueux s'est mis en place, au grand désarroi du trafiquant. Le délinquant s'est aperçu que cette peine qui aurait pu paraître accessoire de privation de ses biens est devenue
un des pivots de la sanction pénale. Et la meilleure preuve en est qu'il va exercer sur cette peine complémentaire de confiscation le maximum de recours possible, jusqu'au bout, jusqu'à y compris devant la Cour de cassation. Il contestera la peine complémentaire de confiscation. Quand on te saisit des grosses propriétés, des grosses sommes d'argent, ça fait mal, bien sûr que ça fait mal. C'est normal, parce que j'ai quand même travaillé pour ça, j'ai pris des risques énormes et tout. Eux, ils arrivent, boum, ils prennent, ils se servent. Bien sûr que ça fait mal. Celui qui arrive à flamber, qui est en grande villa en France, hein, qui a une grande villa, qui va tourner en Ferrari toute l'année ou X choses, et qui lui arrive jamais rien, c'est qu'il est couvert par quelqu'un. C'est impossible de perdurer en France en montrant sa richesse. C'est impossible. C'est comme si le trafiquant de drogue dormait sur un tas d'or sans pouvoir en profiter. Il lui est impossible de flamber, mais il ne peut pas non plus mettre son argent sale sur un compte. Car l'État français, via son organisme Tracfin, repère immédiatement les transactions bancaires douteuses. Pour les criminels qui ont des sommes considérables, il faut trouver des institutions financières légales complaisantes. Alors c'est extrêmement difficile dans des pays très contrôlés et très régulés comme la France, par exemple, qui est plutôt un modèle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, mais c'est extrêmement facile un peu partout ailleurs dans la planète. Pour les trafiquants de drogue, l'herbe est souvent plus verte ailleurs. Gérard Fauré a 40 ans de carrière dans la CAM. Et c'est toujours à l'étranger qu'il est parvenu à blanchir son argent. Dans les années 80, la ville de Rotterdam était selon lui un véritable petit paradis, avec son port, son centre d'affaires et ses canaux pittoresques. C'est là qu'on jetait nos cadavres. On faisait notre trafic de drogue dans tout ce périmètre. Les policiers, ils n'osaient pas trop venir par ici parce que c'était hyper dangereux. Voilà, c'est le port le plus fréquenté. C'est là où rentrent des milliers de kilos. Quand j'avais un peu trop d'argent, il fallait bien que je le mette quelque part. Et bon, les banques hollandaises étaient très accueillantes à l'époque. J'arrivais ici avec des sacs et de garde du corps, bien sûr, parce qu'il y avait quand même quelques centaines de millions. Je venais ici directement pour me vider, quoi. C'était un peu les toilettes. Quand j'avais le trop plein, j'allais me vider ici. Les Hollandais, si on a de l'argent, on est le bienvenu. Ils ne veulent même pas savoir d'où ça vient. Ça ne les intéresse pas. Emmène l'argent et t'es le bon Dieu ici. Et c'est tout. Mais la filière hollandaise de Gérard ne va pas durer. En 1986, il est arrêté à Paris suite à une dénonciation. Il ressort de prison au début des années 2000 et se remet au trafic. Mais le monde a changé. Sous la pression de la France, l'Union européenne commence à harmoniser sa politique bancaire. On ne reproche à aucun État d'avoir des taux de fiscalité très bas. Mais la règle, c'est de dire d'où vient l'argent et ce qu'ils en font. En 2010, la Hollande ne joue plus le jeu. Et Gérard a dû se rapatrier vers un pays plus sûr pour lui. Évidemment, j'avais une banque au Luxembourg, bien obligé. Puis il y a 4 ans de ça, ils m'ont appelé un jour, pourtant, je peux dire que j'étais un trop bon client. Hein. Franchement, ils ont construit au moins leur banque grâce à l'argent qui est passé chez eux, hein, je peux dire ça. Mais les Luxembourgeois, c'est bien connu, c'est des ingrats, c'est des bourgeois, le nom le dit. Des bourgeois qui vivent dans le luxe luxembourgeois. Et un jour, voilà, ils m'appellent, ils me disent « Monsieur, venez, il faut qu'on vous parle ». J'y vais. Il me dit « Bon, écoutez, là, on a des accords avec les Français. Maintenant, vous êtes Français, alors soit vous déclarez votre argent au Luxembourg, soit on est obligé de vous virer, soit on est obligé de vous déclarer nous-mêmes. Qu'est-ce que vous choisissez ?» Bon, je dis, écoutez, ni l'un ni l'autre. Moi, vous me donnez mon argent ailleurs et c'est terminé. Je plus... Voilà. Ceux qui pensaient échapper à l'impôt en se réfugiant dans des paradis fiscaux, aujourd'hui doivent comprendre que l'impunité est terminée.
La lutte contre le blanchiment au niveau européen ressemble à une course de lenteur. Mais elle oblige tout de même les trafiquants de drogue à écouler leur argent sale dans des pays toujours plus éloignés, et donc à prendre toujours plus de risques au moment du transport. L'économie de base du trafic de stupéfiants, c'est du cash. Où c'est qu'il y a encore des cash économies? C'était en Europe de l'Est. C'est en Afrique, où l'économie, à 80%, est en cash. En comparaison en France, c'est à 7%. Et donc les banques ont l'habitude de voir du cash. Un des endroits préférés des trafiquants pour blanchir leur argent, c'est le Maroc. D'une part parce que c'est le pays où habitent les producteurs de cannabis qui cherchent en permanence à rapatrier l'argent de leur trafic, mais aussi parce que c'est là que vivent les Berbères, un peuple qui a mis en place depuis le Moyen-Âge un système de banque secrète dont le personnage clé s'appelle le Sarraf. Office central pour la répression de la grande délinquance financière, Nanterre, le 5 septembre 2015. Le Sarraf est avant tout un grand professionnel, semi-officiel, mettant son expertise au service des malfaiteurs. Les Français disent le Sarraf, c'est le Sarraf, ça veut dire changer, le change. Leur fonction première est de permettre l'échange des devises détenues par les trafiquants en Europe contre des dirhams au Maroc. Les Berbères, c'est connu, c'est des très grands commerçants. On les retrouve partout, dans les épiceries, les banques au Maroc. C'est eux qui tiennent tous les leviers. Ils sont tellement honnêtes, tellement scrupuleux, tellement droits, que maintenant, ils ont cette réputation. On n'hésite pas une seconde. Moi, je n'hésiterais pas si j'avais 1 million, là, tout de suite, d'euros que je veux placer au Maroc. Moi, je leur donne ici, au Maroc, ils me donnent mon argent avec un chèque, sans problème. Ce principe de banque occulte se nomme compensation. Pour réaliser l'opération, il faut 3 acteurs. En France, un trafiquant de drogue avec ses valises de billets et un Sarraf, qui, lui, est en communication téléphonique avec un banquier au Maroc. En fait, tu vas à des endroits précis, on va rester un peu flou, tu vois. Tu vas donner, je sais plus moi, 400, 500 000 euros et il va te prendre un 10% de la somme que tu auras donnée sur place, ici, et il va te la remettre en direct. Hein, c'est-à-dire, tu es ici avec le téléphone, il compte les sous, la compteuse, c'est bon, il y a tant. Et là-bas, ils vont dire, c'est bon, il y a tant. Hop, là-bas, il remet les 450, vu que tu as donné 500, il y a 10% qui saute. Et voilà, c'est payé. La parole suffit, et donc cette méthode qui est historique, traditionnelle, on voyait ça au Moyen-Âge avec les systèmes bancaires, est très utile pour cacher de l'argent, quelle que soit l'origine, hein, qu'elle soit légale ou pas, et de passer outre en fait les contrôles qui ont augmenté depuis une décennie. Il n'y a pas de contact direct, il n'y a pas de traces de flux financiers. Donc, en l'absence de traces de flux financiers, de comptabilisation de ces flux, effectivement, c'est très efficace. Très efficace. L'argent du trafiquant se retrouve sur son compte en banque au Maroc. Mais dans le même temps, les billets sont restés physiquement sur le territoire français. Le Sarraf les écoulera ensuite, en octroyant des prêts occultes à des entreprises habituées à brasser de l'argent liquide. Les épiceries, la restauration rapide, le bâtiment. Cette méthode ancestrale de compensation des Sarrafs permet aux trafiquants de contourner en toute tranquillité l'ensemble de la législation européenne en matière de lutte contre le blanchiment. Celui qui a tout compris, en fait, dans ce milieu-là, c'est le mec qui travaille. Le mec qui a des commerces ou qui travaille en tant qu'employé dans un truc, qui se lève le matin, il va charbonner. Et il fait pas de vagues. Et il envoie tout à l'étranger, il a son roulement, il tourne, il se montre pas, il flambe pas. C'est tellement facile. Moi, c'est pour ça que ça me fait rire, l'argent sale. Et eux, c'est une espèce de machine à laver. Parce qu'une fois que cet argent il est parti au Maroc, l'argent qu'on a dans les banques au Maroc, il est considéré comme étant propre. Ce système financier et commercial parallèle est sans aucun doute le vecteur le plus important de blanchiment des fonds issus du trafic de stupéfiants international, quel que soit le produit. Après des décennies passées à traquer la marchandise, les policiers français décident de changer de méthode et de cibler ces maillons essentiels du blanchiment que sont les Sarrafs. De nouveaux types d'individus apparaissent dans les radars. Nourdine E. Issu d'une famille nombreuse, le jeune Sarraf semble aimer le luxe. Trader dynamique, pressé, stressé, intelligent, avide d'argent et de propriété. Le train de vie de Simon P.
semblait en décalage avec son activité de vendeur de pièces automobiles d'occasion. Simon P. était un courtier du trafic, un saraf, en contact avec les chefs marocains des trafiquants. On comprend bien tout d'un coup que le blanchisseur, l'argent, la mécanique financière, c'est l'essentiel de la lutte contre le trafic et au-delà du trafic, bien au-delà du trafic, de la criminalité organisée. Quand vous trouvez un blanchisseur, c'est un gisement incroyable. Vous trouvez toutes sortes d'infractions, toutes sortes d'auteurs et évidemment du trafic de stupéfiants en pagaille. L'idée est de travailler à la fois sur le produit, sur les groupes criminels, donc les personnes, mais aussi maintenant, et c'est très nouveau, sur les flux financiers pour les tracer. Follow the money, comme on dirait en anglais. En avril 2012, les policiers français vont mettre au jour un système de compensation à l'échelle industrielle de rapatriement d'argent du trafic de cannabis en région parisienne vers le Maroc. Une opération de blanchiment qui aura demandé une haute dose d'ingénierie financière et de machiavélisme. L'affaire commence par des constatations classiques sur un réseau de trafiquants à Mantes-la-Jolie. Importation en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre et cession de stupéfiants. Mais très vite, un élément nouveau intrigue les policiers. En faisant cette enquête, on va s'apercevoir que de l'argent est porté par des gens qui font du deal à un collecteur qui lui-même met cet argent dans un sac plastique, mais un sac plastique d'une banalité consternante, hein, comme vous en avez à votre supermarché pour ranger votre salade ou un bidon de lait. Et donc on va suivre ces sacs plastiques. On va suivre ces sacs plastiques comme un fil qu'on tire tout doucement. Et c'est une petite graine qui va pousser. L'opération Virus commence. Les filatures, effectuées pendant des mois, montrent que régulièrement, plusieurs collecteurs sortent des points de stupes de banlieue avec un sac en plastique sous le bras, pouvant contenir jusqu'à 700 000 €. Et à chaque fois, ces collecteurs prennent les transports en commun, entrent dans Paris et donnent le sac, en pleine rue, à des individus jusque-là inconnus des services de police. On va arriver à des personnes qui ne nous paraissent pas nos trafiquants habituels. Des gens qui paraissent des gens, j'allais dire entre guillemets, bourgeois, posés dans la vie, très loin du blouson en cuir, des baskets et de la Golf GTI, très très loin. C'est des chefs d'entreprise, des avocats, même un élu, qui prennent même souvent la précaution de remettre ce sac plastique un peu sale et voyant dans un beau sac. Et là, on sait qu'il y a eu un point de rupture et qu'on est passé dans le monde du blanchiment et qu'on est dans la mécanique, dans le réacteur économique et financier. Et là, évidemment, on est super intéressé. Les policiers des stupes informent la brigade financière qui prend le relais et épluchent les comptes en banque de ces bourgeois. Il apparaît très vite qu'ils ont tous un point commun. Ils détiennent des comptes cachés en Suisse et ils ne savent pas comment rapatrier leur argent. La problématique, c'est que cette somme, je ne la déclare pas quand il s'agit de fraude fiscale, mais j'ai quand même besoin de cet argent. Donc la difficulté consiste à récupérer les fonds à Paris, parce que j'ai besoin de capitaux, j'ai besoin d'investir, sans passer de l'autre côté de la frontière, aller chercher l'argent liquide dans une valise et au risque de se faire repérer, voire dénoncer et interpeller dans le TGV, c'est-à-dire sans laisser une trace. Les comptes cachés en Suisse sont gérés par GPF SA, une florissante entreprise d'optimisation fiscale appartenant à deux frères, Meyer et Nessim El Maleh. Ces financiers, peu scrupuleux, vont se comporter en véritables sarafs et inventer un système de compensation avec l'argent de la drogue pour répondre aux besoins de leurs clients évadés fiscaux. Parmi lesquels Florence Namblin, maire adjointe du 13e arrondissement de Paris, qui possède un compte en Suisse de 400 000 €. Quelqu'un qui lui est proche lui propose de vider le compte, de fermer ce compte et d'avoir la contre-valeur, c'est-à-dire d'avoir cet argent qui lui est livré à Paris. C'est magique, c'est une tour de passe-passe, c'est du bon taux. Ce qui disparaît en Suisse réapparaît à Paris.
dans une forme qui est une forme qui va être difficilement détectable. Une fois son argent récupéré dans un sac plastique, Florence Lamblin appelle les frères El Maleh en Suisse pour qu'ils prélèvent le même montant sur son compte secret. La suite est une affaire de grande délinquance financière. Les frères El Maleh dissimulent l'argent aux Caraïbes en utilisant le cabinet Mossack Fonseca qui deviendra célèbre lors de l'affaire des Panama Papers. Des centaines de sociétés écrans sont immédiatement créées. Structure qui dissimule l'identité du client réel. Transactions inhabituelles et inutilement complexes. Opérations d'envergure dont les fonds proviennent de pays considérés comme des paradis fiscaux. L'argent de la vente de cannabis en Seine-Saint-Denis, après avoir voyagé dans des sacs plastiques, disparaît dans un montage offshore et atterrit in fine sur les comptes des trafiquants au Maroc. L'affaire Virus est très intéressante puisqu'elle indique les liens indirects, non mécaniques, entre le trafic de stupéfiants et son blanchiment et l'évasion fiscale ou d'autres types d'infractions financières. En fait, ça passe par les mêmes tuyaux et même si ce sont des acteurs qui ont des objectifs différents, en fait, ils vont utiliser le même type d'ingénierie financière pour pouvoir blanchir ou cacher leur argent. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, le démantèlement d'un vaste réseau de blanchiment d'argent de la drogue. Du cash provenant en fait de la vente au détail de drogue par des petits dealers, mais qui à l'autre extrémité de la chaîne de blanchiment a donc atterri entre les mains de ces cols blancs. Les interrogatoires des évadés fiscaux vont prouver à la fois leur méconnaissance de la provenance de l'argent et leur absence totale de morale. Robert S. Je ne peux pas dire que nous étions dans la complète légalité. Catherine O. Meyer m'a dit qu'il avait une société anglaise qui pouvait me prêter de l'argent. Je suppose que l'argent n'était pas déclaré. Maurice B. Je ne conteste pas la réalité de cette remise, mais je n'en garde pas de souvenir précis. La personne qui retouche l'argent des stupes, elle ne le sait pas que c'est des stupes. Elle ne veut pas savoir non plus, parce qu'elle sait quand même que c'est une origine frauduleuse, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais elle n'a pas le détail ni la conscience que c'est l'argent de la drogue. Florence Lamblin. Je lui ai demandé si c'était réglo. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. C'est d'ailleurs tout le but de la manœuvre, c'est qu'on ne puisse pas tracer l'argent et on ne puisse pas tracer l'origine des fonds. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Madame Lamblin ne se verra jamais reprocher d'avoir blanchi de l'argent provenant du trafic de stupéfiants, mais se verra reprocher d'avoir blanchi de la fraude fiscale. La justice française a confisqué l'intégralité des sommes dissimulées par Florence Lamblin et lui a infligé une amende du même montant. Lors de cette affaire Virus, les policiers ont mis fin à un système de blanchiment de plusieurs centaines de millions d'euros, rien qu'entre 2010 et 2012. Mais le flot incessant d'argent sale oblige les SARAF à se renouveler en permanence pour se jouer des frontières. Avec les bénéfices du trafic de cannabis, certains achètent de l'or à Anvers, qu'ils dissimulent ensuite dans du café pour le vendre clandestinement en Inde. Les montants récupérés se retrouvent après à Dubaï, sur des comptes appartenant aux trafiquants de shit français. D'autres SARAF utilisent les revenus de la drogue pour payer au noir des sociétés chinoises de textiles à Paris, afin d'importer depuis Hong Kong des quantités de tissus sous-facturés. Ces experts sont connus depuis des dizaines d'années en Colombie et aux USA, sous le nom de brokers, ou encore au Brésil en tant que doleros. Tous opèrent de la même manière. Grâce à ces intermédiaires, le monde clandestin des trafiquants travaille main dans la main avec les acteurs les moins scrupuleux de l'économie légale. On a donc les organisations criminelles et puis parallèlement, on a cette criminalité des classes supérieures, de la upper class. Ce sont deux univers qui sont en totale porosité. Donc il y a une intersection de plus en plus vaste entre l'économie légale et l'économie illégale. Et donc on a au milieu de ces deux univers une zone grise, gris clair, gris foncé. C'est au début du XXIe siècle que ce mélange des genres entre trafiquants de drogue et criminels en col blanc va changer de dimension. Aux États-Unis, c'est le scandale qui secoue le monde de la finance. La plus grande banque du monde avec 85 millions de clients est sur le banc des accusés. Do you swear that the testimony that you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? HSBC aurait exposé l'ensemble du système financier américain au blanchiment de la drogue mexicaine.
Les cartels mexicains avaient très bien compris qu'ils étaient face à des institutions financières extrêmement complaisantes. Ces banques avaient des succursales à l'étranger, en particulier au Mexique, et elles accueillaient les flux d'argent dématérialisé sans réellement les contrôler. On est dans des sommes d'environ 880 millions de dollars blanchis d'argent des cartels de la drogue. C'est là où on passe de l'artisanat au semi-industriel, à la grande industrie de blanchiment. Et la dernière étant passionnante à traiter, puisqu'effectivement, c'est celle qui va créer le plus de préjudice aux collectivités et aux États. I recognize that there have been some significant areas of failure. I have said before, and I will say again, despite the best efforts and intentions of many dedicated professionals, HSBC has fallen short of our own expectations and the expectations of our regulators. Le plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu réellement de sanctions pénales. Tout ce que va faire le système judiciaire américain, c'est mettre une amende, donc taxer la fraude, et surtout ne pas envoyer devant un juge les banquiers ou les personnes morales en tant que telles. Donc, dans les faits, c'est un pur système d'impunité. We thank our witnesses. And you are discharged. C'est comme si la boîte de Pandore s'était ouverte. Le blanchiment en masse de l'argent des cartels par la HSBC a envoyé un message clair à toutes les autres institutions bancaires. Le summum de la collusion entre le monde de la drogue et celui de la finance internationale va avoir lieu quelques mois après la crise des subprimes de 2008. C'est simple. En 2008, il y a eu la plus grosse crise financière depuis 1929. Tout le système bancaire s'est effondré. Qu'est-ce qui a sauvé le système bancaire à cette époque? L'argent de la drogue. Tu arrivais avec X millions d'euros dans une banque, pas en France, hein, mais dans les Caraïbes, tu déposais à Sainte-Lucie X millions, 10 millions, le banquier te les mettait immédiatement en compte. Les banques étaient en faillite. Les banquiers, on leur emmenait de l'argent, ils ne cherchaient même pas à comprendre d'où ça venait. Oui, oui, donnez. Combien vous avez? 2 millions d'euros? Oui, monsieur, donnez. Allez, hop, c'est noté. Ils ne demandaient plus rien. C'était rentre, signe, t'as un compte et dépose ce que tu veux. Tu as des centaines de milliards d'argent liquide qui sont rentrés dans le système bancaire à cette époque. Sans l'argent de la drogue, tout s'effondrait. C'est l'ONU elle-même qui a révélé ce scoop en 2010. En prêtant plus de 350 milliards de narcodollars au système financier mondial, les mafias de la drogue ont pu négocier leur place à la table des puissants. The post-2008 money drought has offered a splendid opportunity to cash-rich mafia to penetrate the banking sector, depositing banknotes, acquiring shares, even sitting on boards. Actually, I cannot think of a single international bank that has not been tainted. À force de crises et de dérégulations successives, les gangsters de Wall Street se sont retrouvés en position de faiblesse. It is not mafia looking for banks. Bankers are looking for mafia money. Notre économie mondialisée est devenue narco-dépendante. Ce blanchiment d'argent de très grande ampleur provoque forcément des renversements de pouvoir dans le monde légal. On permet à des gangsters de pouvoir avoir des moyens de chantage, d'intimidation et donc de vraie puissance sur le monde légal. Cet argent a un prix, c'est l'altération des relations sociales et humaines. Parce que cet argent donne un pouvoir aux gens qui la distribuent et avec un jeu, des règles de jeu qui ne sont pas les nôtres. Donc ça met en cause tout l'édifice social. 10 ans après la crise des subprimes, les pays ont toujours du mal à se redresser économiquement, alors que les mafias de la drogue ont renforcé leur position. Aujourd'hui, qui a l'argent aujourd'hui? Les grands trafiquants. C'est eux qui ont l'argent du monde. Où que ce soit. Il faut 2 grammes d'or pour faire 1 gramme de coke. C'est quand même insensé, hein? C'est toujours la drogue qui domine. Avec 100 milliards de dollars de revenus chaque année, les trafiquants menacent aujourd'hui la souveraineté économique des États. L'argent de la cocaïne achète absolument tout et tout le monde. En Afrique, tu achètes le président, la famille du président, les voitures du président, tu achètes l'État entier. Le pouvoir n'est pas au bout du fusil, le pouvoir est au bout du stylo qui signe le chèque.
Donc tu as l'argent, tu as le pouvoir. La France a réussi à convaincre l'Europe de la suivre dans sa lutte contre le blanchiment, mais la planète grise a encore beaucoup d'atouts dans sa manche. Les places financières, qui accueillent les trafiquants de drogue à bras ouverts, sont trop nombreuses. Un jour Londres, ou Genève, le lendemain Hong Kong, ou Dubaï. La lutte contre le blanchiment d'argent au niveau mondial est un échec pathétique. Le taux d'interception ou de captation de l'argent sale par des institutions administratives ou judiciaires doit être d'à peu près 1%. Un petit pourcent. Quand on voit que l'État du Sud-Soudan, qui est le dernier État qui a été créé et reconnu à l'ONU en 2011, l'essentiel de son activité économique, ce sont des banques. En liaison directe avec le Luxembourg. Donc à partir de là... En matière de lutte contre la drogue, en matière de lutte contre la criminalité, en matière de lutte contre le blanchiment, il n'y a pas de guerre à gagner, il n'y a que des batailles. Elles sont petites ou grandes, elles se déroulent à l'infini. Il n'y a pas de guerre, il n'y a que des batailles renouvelées sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.